Avant que les eaux ne montent, avant que les villes ne disparaissent sous la boue et le silence, des tablettes furent gravées dans l'argile. Elles ne cherchaient pas à impressionner, seulement à conserver une mémoire fragile. Dans les plaines de Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, des scribes sumériens ont consigné des récits d'un monde plus ancien, déjà marqué par la perte. Ils parlent d'un temps où les rois régnaient pendant des durées difficiles à concevoir, où les dieux marchaient encore près des hommes, et où une rupture approchait lentement, comme un changement dans l'air. Le déluge n'y apparaît pas comme un châtiment soudain, mais comme l'aboutissement d'un déséquilibre plus profond. Ce que ces textes suggèrent sur l'époque qui précéda la grande inondation demeure l'un des mystères les plus troublants de l'histoire humaine. Dans les plaines basses de la Mésopotamie, la terre n'a jamais été silencieuse. Bien avant l'écriture alphabétique, avant les bibliothèques et les archives, la mémoire humaine s'est déposée dans l'argile humide, lentement façonnée par des mains patientes. Les Sumériens n'écrivaient pas pour raconter des histoires au sens moderne. Ils écrivaient pour fixer ce qui devait survivre au temps, au cru, à l'oubli. Chaque tablette était un geste de résistance contre la disparition. L'argile, abondante entre le Tigre et l'Euphrate, conservait les marques avec une fidélité étrange. Une fois cuite par le soleil ou le feu, elle devenait presque indestructible. Des millénaires plus tard, ces tablettes brisées, enfouies sous des couches de sédiments, allaient refaire surface, portant encore les traces d'un monde antérieur à ce que l'on appelle l'histoire. Ce qui frappe immédiatement dans les textes sumériens, ce n'est pas leur ancienneté, mais leur assurance. Ils parlent d'événements très éloignés dans le temps avec une précision calme, presque administrative. Des listes de rois, des récits de fondation, des hymnes, des chroniques. Et, au milieu de ces documents apparemment pratiques, apparaissent des allusions répétées à une rupture majeure. Un avant et un après, séparés non par une révolution humaine, mais par une transformation de la Terre elle-même. Les Sumériens ne décrivent pas le monde comme un progrès linéaire. Leur vision du temps est cyclique, fragile. Ils évoquent un âge ancien où les structures sociales étaient différentes, où la frontière entre le divin et l'humain semblait moins nette. Ce n'est pas présenté comme un âge d'or idéalisé, mais comme un état du monde qui a existé, puis qui s'est effondré. Dans ces textes, le déluge n'est jamais isolé. Il s'inscrit dans une continuité. Avant que les eaux ne montent, quelque chose était déjà déséquilibré. Les dieux se retirent lentement, les règnes deviennent excessivement longs, les villes gagnent en complexité mais aussi en fragilité. Le monde d'avant n'est pas détruit soudainement. Il se fissure. Les tablettes les plus anciennes ne commencent pas par la catastrophe. Elles commencent par l'ordre. Les cités sont fondées, les fonctions établies, les rituels fixés. La royauté descend du ciel selon une formule récurrente, comme si le pouvoir n'était pas une invention humaine mais un dépôt temporaire. Puis, sans transition dramatique, les listes mentionnent un changement. Après un certain point, les durées de règne diminuent brutalement. Le langage devient plus sobre. Le monde semble rétréci. Ce contraste intrigue depuis plus d'un siècle les chercheurs. Pourquoi les premiers rois règnent-ils pendant des périodes qui défient toute expérience humaine connue, alors que leurs successeurs ont des règnes comparables à ceux des dynasties historiques? Les scribes sumériens ne commandent pas cette différence. Ils la consignent simplement comme un fait. Il serait tentant de considérer ces durées comme symboliques ou purement mythologiques. Pourtant, le reste des textes ne fonctionne pas comme une fable. Les mêmes tablettes qui mentionnent ces règnes extraordinaires listent des villes réelles, des fleuves identifiables, des pratiques agricoles attestées par l'archéologie. Le ton reste constant, sans signaler un passage du réel à l'imaginaire. L'argile ne ment pas, mais elle ne s'explique pas non plus. Elle conserve. Les Sumériens vivaient dans un environnement instable. Les crues annuelles apportaient la fertilité, mais aussi la destruction. Les villes devaient être reconstruites régulièrement. Cette relation intime avec l'eau a profondément marqué leur manière de penser le monde. Le chaos n'était jamais abstrait. Il venait des fleuves, du ciel, de la terre qui se fissure. Dans ce contexte, parler d'un déluge universel n'était pas une exagération poétique. C'était une extension logique d'une expérience collective amplifiée par la mémoire. Les textes suggèrent que l'inondation qui mit fin à l'époque ancienne ne ressemblait pas aux crues ordinaires. Elle ne nourrissait pas la terre. Elle effaçait les repères. Avant cette rupture, les cités semblent avoir occupé une place différente dans le monde. Elles ne sont pas seulement des centres économiques ou politiques, mais des points d'équilibre cosmique. Chaque ville est liée à une divinité précise, responsable de son ordre interne. Lorsque cet ordre se rompt,
Ce n'est pas seulement la société qui vacille, mais la structure même du réel. Les tablettes ne décrivent pas de panique, ni de scène de chaos. Elles évoquent une décision. Les dieux se retirent, ou se mettent d'accord. Le langage reste feutré, presque administratif, comme si la fin d'un monde pouvait être décidée dans le calme. Cette absence d'émotion est peut-être ce qu'il y a de plus troublant. Rien n'indique que les scribes cherchaient à effrayer ou à impressionner. Ils consignaient ce qu'ils avaient reçu, transmis, recopié pendant des générations. L'argile devenait un relais entre des époques qui ne pouvaient plus se parler directement. Les découvertes archéologiques du XXe siècle ont confirmé que certaines villes sumériennes présentent des couches de destruction liées à des inondations majeures. Ces couches ne sont pas uniformes ni synchrones, mais elles témoignent d'événements hydrologiques extrêmes. Pour les habitants de l'époque, il était naturel de relier ces catastrophes à une mémoire plus ancienne, plus vaste. Ainsi, le déluge sumérien n'est pas seulement un récit de survie. Il est une frontière dans le temps. Avant lui, le monde semblait plus vaste, plus lent, plus proche du divin. Après lui, tout devient plus court, plus dense, plus humain. Ce que les textes laissent entendre, sans jamais l'affirmer directement, c'est que quelque chose a été perdu bien avant que l'eau n'arrive. Une connaissance, un équilibre, une manière d'habiter la terre. Le déluge ne serait alors que la dernière étape visible d'un processus plus ancien. À mesure que l'on avance dans ces tablettes, une question commence à se former, discrètement. Si les Sumériens ont pris la peine de conserver le souvenir d'un monde antérieur à la grande inondation, ce n'était peut-être pas seulement pour expliquer une catastrophe passée, mais pour signaler une transformation plus profonde, inscrite dans la mémoire même de la Terre. Entre le Tigre et l'Euphrate, la Terre n'est jamais immobile. Elle s'étire, se contracte, se gorge d'eau, puis se fissure sous le soleil. C'est un paysage qui oblige à l'attention constante, où chaque saison peut transformer l'équilibre fragile entre fertilité et destruction. Pour les Sumériens, ce territoire n'était pas simplement un lieu d'habitation. Il était un espace négocié en permanence avec des forces plus vastes, parfois bienveillantes, parfois indifférentes. Les fleuves n'étaient pas perçus comme des lignes fixes sur une carte. Ils changèrent de cours, débordés sans avertissement, abandonnèrent parfois des terres, autrefois fertiles. Cette instabilité a profondément façonné la manière dont les Sumériens comprenaient le temps et la mémoire. Rien n'était éternel, pas même la terre elle-même. Tout devait être entretenu, réparé, réaffirmé. Dans les textes les plus anciens, la région est décrite comme un espace déjà ancien au moment où l'écriture apparaît. Les villes ne naissent pas dans un vide. Elles émergent sur des couches d'occupation précédentes, parfois effacées, parfois encore visibles sous forme de ruines intégrées au paysage. Le sol sumérien est un palimpseste, où chaque génération écrit par-dessus la précédente, sans jamais effacer totalement ce qui était là avant. Cette accumulation lente donne au récit prédiluvien une profondeur particulière. Lorsque les textes parlent d'un monde d'avant, ils ne désignent pas un ailleurs abstrait. Ils parlent d'un passé enfoui sous leurs propres pieds. Les temples sont reconstruits au même endroit encore et encore, comme si l'emplacement comptait autant que l'édifice lui-même. La mémoire est ancrée dans le sol. Les fleuves, dans cette perspective, deviennent des médiateurs entre les époques. Ils déposent des sédiments qui préservent les traces anciennes tout en les rendant invisibles. Une crue peut effacer une ville de la surface, mais en même temps la sceller pour l'avenir. Ce paradoxe est au cœur de la relation sumérienne à l'eau. Elle détruit, mais elle conserve. Les textes ne décrivent pas la Mésopotamie comme un paradis originel. C'est un espace exigeant, parfois hostile. L'agriculture y est possible, mais seulement au prix d'un effort collectif constant. Canaux, digues, bassins de rétention. Tout cela doit être entretenu sans relâche. La survie dépend d'une organisation sociale précise, presque ritualisée. Avant le déluge, selon les tablettes, cet équilibre semblait plus stable. Non pas parce que la nature était plus clémente, mais parce que les structures qui reliaient les humains, les dieux et la terre semblaient mieux alignées. Les fleuves étaient encore imprévisibles, mais leur violence semblait intégrée à un ordre plus large. Les villes anciennes, comme Eridu ou Chouroupak, apparaissent dans les textes comme des points d'ancrage primordiaux. Elles ne sont pas seulement anciennes par leur âge, mais par leur fonction cosmique. Eridu, par exemple, est souvent décrite comme la première cité, fondée avant les autres, presque avant le temps tel qu'il est compris plus tard. Sa proximité symbolique avec l'eau est constante, comme si elle avait été pensée dès l'origine en relation directe avec les forces hydriques.
Cette relation intime entre les cités et les fleuves nourrit l'idée que le déluge n'était pas un événement extérieur au monde sumérien, mais une amplification extrême de ce qu'ils connaissaient déjà. L'eau qui donne la vie peut aussi la reprendre sans colère, sans intention morale claire. Elle suit sa propre logique. Les tablettes suggèrent que, dans l'époque antérieure à la grande inondation, les frontières entre les villes étaient moins marquées. Le paysage semblait plus ouvert, moins compartimenté. Les fleuves, au lieu de séparer, reliaient. Ils étaient des axes de circulation, de commerce, de transmission du savoir. Cette fluidité géographique se reflète dans les récits, où les déplacements entre cités se font sans la rigidité politique que l'on observe plus tard. Après le déluge, quelque chose change. Les fleuves restent centraux, mais ils deviennent aussi des limites. Les territoires se définissent plus clairement, les conflits pour l'eau se multiplient, les récits se densifient autour de la possession et du contrôle. La terre entre deux fleuves n'est plus seulement un espace partagé, mais un enjeu. Les chercheurs modernes ont noté que les couches de sédiments associées à de grandes inondations correspondent souvent à des périodes de réorganisation sociale. Ce lien entre catastrophes hydrologiques et transformations culturelles n'est pas propre à la Mésopotamie, mais il y prend une forme particulièrement nette. Les Sumériens semblent en avoir été conscients, même s'ils l'exprimaient dans un langage symbolique. Dans leurs récits, la Terre elle-même semble participer aux événements. Elle n'est pas passive. Elle réagit, se transforme, impose ses contraintes. Les fleuves ne sont jamais décrits comme des ennemis, mais comme des forces à respecter. Lorsqu'un déséquilibre survient, ce n'est pas parce que la nature est hostile, mais parce qu'un ordre plus subtil a été rompu. Cette vision contraste avec des interprétations plus tardives du déluge comme punition morale. Dans les textes sumériens, la cause n'est jamais explicitement liée à une faute humaine précise. Il s'agit plutôt d'un excès, d'un bruit devenu trop grand, d'une saturation du monde. La terre entre deux fleuves aurait atteint un seuil, difficile à définir, mais perceptible. Avant que les eaux ne montent, les signes sont discrets. Les textes évoquent une fatigue du monde, une densité accrue, une complexité devenue trop lourde. Les fleuves, dans ce contexte, ne font qu'exprimer physiquement un processus déjà en cours. Ils débordent parce que l'équilibre global ne tient plus. Cette manière de penser le paysage comme un indicateur de transformation profonde est remarquable par sa modernité. Elle suggère une observation attentive des cycles naturels sur des générations entières. Les Sumériens n'avaient pas besoin de mesures abstraites pour comprendre que la Terre parlait à sa manière. Aujourd'hui encore, les géologues étudient les dépôts alluviaux de la région pour reconstituer l'histoire climatique ancienne. Ils y trouvent des indices de périodes de crues exceptionnelles, parfois espacées de plusieurs siècles. Ces données ne confirment pas un déluge unique et universel, mais elles montrent que des événements suffisamment vastes pour marquer durablement la mémoire collective ont bel et bien eu lieu. Dans cette perspective, la terre entre le Tigre et l'Euphrate devient un témoin silencieux. Elle porte les traces de multiples mondes successifs, chacun croyant être stable, chacun découvrant un jour ses limites. Les Sumériens, en consignant leurs récits dans l'argile même de cette terre, semblaient vouloir rappeler que rien n'est jamais entièrement perdu, mais que tout peut être recouvert. À mesure que l'on s'approche des récits explicitement prédiluviens, une impression persiste. Ce monde ancien n'était pas simplement différent par ses structures politiques ou religieuses. Il semblait habiter un rythme du temps plus lent, plus étiré, comme si la Terre elle-même respirait autrement. Et cette différence, à peine formulée, prépare silencieusement la question de ceux qui y régnaient avant que les fleuves ne redéfinissent les limites du possible. Dans les textes sumériens, la royauté n'apparaît pas comme une construction humaine progressive. Elle est décrite comme une substance déposée, un principe qui descend et qui s'installe. Les tablettes utilisent une formule simple, répétée sans emphase, presque sans commentaire. La royauté descend du ciel. Cette phrase gravée dans l'argile ne cherche pas à convaincre. Elle affirme un état du monde antérieur à toute discussion. Avant le déluge, les rois ne sont pas encore pleinement inscrits dans la condition humaine telle qu'elle sera comprise plus tard. Ils règnent, mais leur règne n'est pas seulement politique. Il est cosmique. Ils maintiennent un équilibre entre la terre, les cités et des forces invisibles qui ne sont jamais décrites en détail, mais toujours supposées présentes. Leur autorité ne repose pas sur la conquête ou la loi écrite, mais sur une continuité silencieuse avec un ordre plus vaste. Les listes royales sumériennes commencent par ces souverains anciens, installés dans des cités dont les noms reviennent comme des points fixes dans la mémoire.
Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar, Churupak. Ces villes ne sont pas introduites. Elles sont déjà là. Leur existence est présumée évidente, comme si le monde ne pouvait être pensé sans elles. Les rois qui y règnent avant le déluge sont décrits sans récit personnel. Il n'y a pas de naissance, pas de mort racontée, pas de conflit détaillé. Il n'y a que le règne, étiré sur des durées qui dépassent toute expérience humaine connue. Ces durées ne sont pas expliquées, elles sont simplement consignées avec la même neutralité que les règnes plus courts des périodes ultérieures. Cette neutralité est troublante. Elle suggère que, pour les scribes, il n'y avait rien d'étrange à ce que le temps se déploie autrement dans un monde antérieur. Les rois n'étaient pas immortels au sens strict, mais leur existence semblait inscrite dans un rythme différent, plus lent, moins fragmenté. Le temps ne pressait pas encore. Ce n'est qu'après le déluge que les rois deviennent clairement mortels. Leurs règnes se raccourcissent brutalement. Les successions s'accélèrent. Les récits commencent à inclure des conflits, des alliances, des fondations précises. La royauté devient une institution humaine, soumise aux limites du corps et à l'instabilité politique. Avant cette rupture, le pouvoir ne semble pas peser de la même manière. Il n'est pas décrit comme un fardeau, ni comme une source de corruption. Il est une fonction. Le roi agit comme un point de stabilisation, un relais entre des forces qui dépassent la cité et la communauté humaine qui y vit. Les textes ne disent jamais que ces rois étaient des dieux. Cette distinction est importante. Les dieux sont clairement identifiés, nommés, invoqués. Les rois, eux, occupent une position intermédiaire. Ils ne sont pas divins, mais ils ne sont pas encore entièrement séparés du divin. Leur longévité semble découler de cette proximité comme une conséquence naturelle plutôt qu'un privilège. Cette zone intermédiaire disparaît progressivement après le déluge. Les frontières se durcissent. Les dieux se retirent davantage dans leurs temples, leurs sphères propres. Les rois doivent affirmer leur autorité par des constructions monumentales, des lois, des conquêtes. Le pouvoir devient visible, parfois brutal, parce qu'il n'est plus soutenu par une continuité cosmique implicite. Les chercheurs modernes ont souvent tenté de lire ces récits comme des mythes symboliques. Pourtant, ce qui frappe dans les textes, c'est l'absence de mise en scène. Rien n'est raconté pour impressionner. Il n'y a pas de combat épique, pas de description grandiose. Il n'y a qu'une succession calme de noms et de durées, comme si l'essentiel n'était pas le récit, mais la transmission d'un état du monde révolu. Cette manière d'écrire suggère que les Sumériens ne percevaient pas leur passé le plus ancien comme une fiction, mais comme une réalité inaccessible séparée par une barrière temporelle infranchissable. Le déluge n'est pas seulement une catastrophe naturelle, il est une coupure ontologique. Après lui, le monde fonctionne autrement. Avant cette coupure, la mortalité n'est pas absente, mais elle n'est pas centrale. Les textes ne s'attardent pas sur la fin des rois. Ils règnent, puis un autre règne commence. La mort n'est pas niée, mais elle n'organise pas encore la narration. Elle n'est pas l'élément structurant de l'histoire. Ce changement est perceptible dans le langage même des tablettes. Les formules deviennent plus précises, plus juridiques. Les événements sont datés, localisés. Le temps devient un outil de gestion, non plus une toile de fond étendue et presque indifférenciée. Il est possible que cette transformation reflète une évolution réelle des structures sociales accélérée par des catastrophes environnementales. Un monde soumis à des crises répétées ne peut plus se permettre un rapport étiré au temps. Il doit anticiper, prévoir, contrôler. La mortalité devient alors une donnée centrale, une limite à intégrer dans l'organisation collective. Les rois post-diluviens incarnent cette nouvelle condition. Ils construisent, conquièrent, légifèrent, précisément parce qu'ils savent leur règne limité. Leur mémoire doit être gravée dans la pierre, dans l'argile, dans les récits, car elle ne peut plus s'étendre naturellement sur des siècles. En revanche, les rois d'avant le déluge n'ont pas besoin de se raconter. Leur existence suffit. Leur règne long est en soi une trace, une preuve d'un monde où la continuité ne dépendait pas de l'accumulation de monuments ou de lois écrites. Cette différence a nourri de nombreuses interprétations modernes, parfois excessives. Certains y ont vu la trace d'êtres biologiquement différents, d'autres une métaphore du temps mythique. Les textes, eux, ne tranchent pas. Ils ne justifient rien. Ils posent un contraste, puis passent à autre chose. C'est peut-être là leur force. Ils ne cherchent pas à expliquer ce qui échappe à l'expérience. Ils se contentent de l'inscrire dans une chaîne de transmission. L'argile devient alors un espace où coexistent des régimes de réalité différents, sans hiérarchie explicite. Avant que les rois ne soient immortels au sens plein,
le monde semblait tolérer une autre densité du temps. Les événements s'y déroulaient lentement, presque imperceptiblement. Le déluge, en rompant cette continuité, n'a pas seulement transformé le paysage, il a compressé le temps, rapproché les générations, rendu la fin plus visible. À mesure que les textes avancent vers cette rupture, une tension discrète apparaît. Les règnes sont encore longs, mais le monde semble déjà se contracter. Les dieux se font plus distants. Les décisions deviennent plus formelles, comme si la mortalité, avant même d'être pleinement assumée, commençait à se faire sentir. Et derrière ces rois anciens, dont les noms résonnent encore dans l'argile, une question demeure, silencieuse. Si le monde d'avant permettait une telle continuité, qu'est-ce qui a réellement été perdu lorsque cette manière d'exister s'est effondrée, et quelles forces ont accompagné ce retrait progressif du divin hors du temps humain? Dans les listes royales sumériennes, les durées de règne qui précèdent le déluge ne sont pas présentées comme des anomalies. Elles apparaissent alignées, ordonnées, inscrites dans une continuité qui ne semble pas exiger d'explications particulières. Les chiffres, même lorsqu'ils dépassent toute mesure familière, ne sont pas accompagnés de commentaires. Ils sont posés là comme des faits transmis, non comme des énigmes à résoudre. Ce silence est peut-être l'aspect le plus déroutant de ces textes. Les scribes ne semblent pas conscients de rapporter quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, ces règnes étendus appartiennent à un monde qui a existé selon ses propres règles. Le temps y circulait différemment, sans que cela soit perçu comme une transgression de l'ordre naturel. Les rois antérieurs au déluge ne se distinguent pas par leurs actions, mais par la durée de leur présence. Ils occupent le paysage du monde ancien comme des éléments presque géologiques, stables, durables, intégrés à la structure même des cités. Leur longévité n'est pas décrite comme un exploit personnel, mais comme une caractéristique de l'époque. Dans ce contexte, il est important de noter que les Sumériens disposaient déjà d'une conception précise du temps. Ils observaient les cycles lunaires, les saisons, les rythmes agricoles. Leur rapport au calendrier était rigoureux. Les longues durées associées au règne prédiluvien ne peuvent donc pas être attribuées à une incapacité à mesurer le temps. Elles relèvent d'un autre registre. Certains chercheurs ont suggéré que ces durées pourraient être symboliques, liées à des systèmes numériques particuliers. Mais cette interprétation se heurte à un problème fondamental. Les mêmes systèmes sont utilisés pour décrire des périodes plus tardives, où les règnes correspondent à des durées réalistes. Le cadre de mesure ne change pas. Seul le monde qu'il décrit semble s'être transformé. Les Sumériens ne distinguent jamais clairement entre le temps mythique et le temps historique. Pour eux, le passé lointain n'est pas une fable, mais une profondeur. Plus on s'en éloigne, plus il devient difficile à atteindre, mais il reste réel. Les règnes excessivement longs s'inscrivent dans cette profondeur, comme des silhouettes à demi effacées par la distance. Il est frappant que ces durées diminuent progressivement à l'approche du déluge. Le changement n'est pas brutal au départ. Il s'opère lentement, comme une contraction graduelle du temps. Les règnes restent longs, mais moins qu'auparavant. Cette transition suggère que le monde ancien ne s'est pas effondré d'un seul coup. Il s'est lentement ajusté à une nouvelle condition. Après le déluge, la rupture est nette. Les règnes deviennent courts, parfois instables. La succession des rois s'accélère. Les dynasties apparaissent, se fragmentent, disparaissent. Le temps cesse d'être un espace étendu et devient une ressource limitée. Cette différence est consignée sans emphase, mais elle structure toute la mémoire historique qui suit. Ce contraste a nourri de nombreuses hypothèses modernes. Certains y ont vu la trace d'une humanité différente, peut-être plus robuste, peut-être soumise à d'autres conditions environnementales. D'autres ont proposé que ces règnes représentent des lignées ou des périodes symboliques regroupées sous un seul nom. Pourtant, aucune de ces interprétations n'est explicitement soutenue par les textes eux-mêmes. Les tablettes ne donnent pas d'indices permettant de trancher. Elles ne corrigent pas, ne justifient pas, ne contextualisent pas. Elles transmettent. Cette retenue force une lecture attentive, presque lente, comme si le sens ne devait pas être extrait, mais approché. Dans les récits sumériens, le temps n'est pas seulement une mesure, il est une qualité du monde. Avant le déluge, cette qualité semble plus fluide, moins fragmentée. Les générations ne se succèdent pas avec la même urgence. Les événements n'exigent pas d'être rapidement consignés, car ils s'inscrivent naturellement dans une continuité stable. Cette perception du temps se reflète dans l'absence de récits personnels concernant ces rois anciens. Il n'y a pas de biographie, pas de hauts faits détaillés. Leur importance ne réside pas dans ce qu'ils ont accompli, mais dans le fait qu'ils ont été là, longtemps, suffisamment pour que leur présence elle-même devienne un repère. Après la rupture,
tout change. Les rois doivent agir, laisser des traces visibles, inscrire leur nom dans la pierre. Le temps n'est plus un allié silencieux. Il devient une contrainte. Cette transformation suggère que la longévité prédiluvienne n'était pas seulement biologique ou symbolique, mais liée à un environnement global différent, où la pression du temps était moindre. Les Sumériens ne décrivent jamais explicitement les causes de cette transformation. Ils ne parlent pas d'un affaiblissement du corps, ni d'une dégénérescence. Ils constatent simplement un avant et un après. Le déluge agit comme un seuil au-delà duquel le monde ne permet plus ces durées étendues. Il est tentant de relier cette contraction du temps à des changements environnementaux profonds. Un climat plus instable, des catastrophes plus fréquentes, une pression accrue sur les ressources. Dans un tel contexte, la longévité, qu'elle soit réelle ou perçue, perd de sa pertinence. La survie immédiate prend le pas sur la continuité étendue. Mais les textes ne réduisent jamais cette transformation à une simple adaptation. Ils la présentent comme une perte silencieuse. Quelque chose s'est refermé. Une possibilité s'est éteinte. Le monde est toujours là, mais il fonctionne selon des règles plus étroites. Cette impression est renforcée par le fait que les règnes prédiluviens sont souvent associés à une stabilité géographique. Les cités restent en place. Les noms se répètent. Le paysage semble durable. Après le déluge, les villes se déplacent, se reconstruisent ailleurs, changent de nom ou disparaissent. La longévité du pouvoir et celle de l'espace semblent liées. Les rois au règne trop long pour être humains deviennent alors des figures limites. Ils marquent l'extrémité d'un monde possible mais inaccessible. Leur présence dans les textes n'est pas une invitation à croire littéralement ou symboliquement. Elle est un rappel. Il a existé un temps où l'expérience humaine, telle que nous la connaissons, n'était pas encore fixée. En consignant ces règnes sans commentaire, les Sumériens semblent avoir accepté cette étrangeté comme une donnée irréductible de leur passé. Ils ne cherchent pas à la résoudre. Ils la laissent là, inscrite dans l'argile, comme une question adressée à l'avenir. À mesure que l'on s'approche des récits où les dieux interviennent plus directement, une transition subtile se dessine. Les règnes raccourcissent, mais la présence divine devient plus explicite, comme si la perte de continuité humaine devait être compensée par une guidance plus visible. Cette tension annonce déjà un monde où l'équilibre ancien ne tient plus, et où l'intervention des dieux deviendra nécessaire pour accompagner une humanité désormais pleinement mortelle. Dans les textes sumériens, la présence des dieux n'est jamais spectaculaire. Elle ne s'impose pas par des apparitions éclatantes ou des ruptures soudaines de l'ordre naturel. Elle est constante, discrète, presque administrative. Les dieux sont là parce qu'ils ont toujours été là. Ils organisent, attribuent, observent. Leur action ne cherche pas à être visible. Elle structure silencieusement le monde. Avant le déluge, cette présence semble plus proche, mais aussi plus diffuse. Les dieux ne résident pas encore exclusivement dans des temples séparés du quotidien. Ils circulent dans les récits comme des forces intégrées au fonctionnement normal des cités. Ils fondent, conseillent, établissent des limites. Leur proximité ne crée pas de crainte particulière. Elle est simplement une donnée de l'existence. Les tablettes évoquent un temps où les dieux descendent vers les villes sans que cela constitue un événement exceptionnel. Cette descente n'est pas décrite comme un mouvement physique spectaculaire, mais comme une mise en place. Un dieu prend en charge une cité, lui attribue une fonction, lui confie un ordre spécifique. La relation est stable, presque contractuelle. Dans ce monde ancien, les humains ne semblent pas séparés des dieux par une distance infranchissable. Il existe une hiérarchie, bien sûr, mais elle n'est pas vécue comme une rupture ontologique. Les rois, en particulier, occupent une position intermédiaire. Ils ne parlent pas au nom des dieux, mais ils incarnent leur volonté par leur simple règne. Cette proximité explique peut-être pourquoi les textes prédiluviens sont si peu narratifs. Il n'y a pas besoin de raconter des interventions divines extraordinaires, puisque le monde fonctionne déjà selon un ordre partagé. Les dieux ne corrigent pas constamment les humains. Ils ont établi un cadre qui se maintient de lui-même. Ce cadre commence pourtant à montrer des signes de fatigue. Les tablettes suggèrent, sans jamais l'énoncer frontalement, que quelque chose devient trop dense. Les villes se multiplient, le bruit augmente, l'activité humaine s'intensifie. Le monde, autrefois équilibré, semble saturé. Les dieux, dans ce contexte, ne réagissent pas avec colère, mais avec retrait. Ce retrait n'est pas immédiat. Il s'opère lentement, presque imperceptiblement. Les dieux continuent d'être présents, mais leur rôle change. Ils deviennent plus distants, plus formels. Les décisions sont prises collectivement,
dans des assemblées qui rappellent les structures humaines, mais à une échelle différente. Le langage reste calme, mais la logique se durcit. Le déluge, dans cette perspective, n'est pas une punition spectaculaire. Il est une mesure, une réinitialisation. Les dieux ne détruisent pas le monde par vengeance, mais parce que l'équilibre ancien ne fonctionne plus. La proximité entre le divin et l'humain, autrefois supportable, devient source de désordre. Il est frappant de constater que les textes ne décrivent jamais les dieux comme omniscients ou omnipotents. Ils débattent, ils hésitent, ils prennent des décisions qui ont des conséquences irréversibles. Cette représentation les rend moins abstraits, mais aussi plus responsables. Le monde n'est pas détruit par caprice, mais par nécessité structurelle. Avant cette rupture, les dieux descendent sans bruit parce que leur présence est encore compatible avec l'ordre humain. Après le déluge, cette descente devient problématique. La distance s'installe. Les dieux se retirent dans des sphères plus élevées, moins accessibles. Les temples deviennent des lieux de médiation, là où auparavant la relation semblait plus directe. Cette transformation modifie profondément la manière dont les humains perçoivent leur place dans le monde. Avant, ils faisaient partie d'un ensemble cosmique continu. Après, ils doivent composer avec une absence. Les dieux sont toujours là, mais ils ne partagent plus le même espace. Ils exigent des rites, des offrandes, des médiations complexes. Les récits post-diluviens reflètent cette distance accrue. Les interventions divines deviennent plus ciblées, plus exceptionnelles, elles sont racontées, expliquées, justifiées. Le silence des dieux devient un problème à résoudre. Leur parole doit être interprétée, transmise, parfois même négociée. Dans les textes anciens, cette évolution n'est jamais présentée comme une faute humaine isolée, elle est le résultat d'un changement global. Le monde est devenu trop bruyant, trop dense, trop rapide. La proximité ancienne n'est plus possible sans provoquer un déséquilibre permanent. Ce thème du bruit, souvent mal compris, ne renvoie pas simplement à un son physique. Il désigne une agitation générale, une intensification de la présence humaine. Trop de villes, trop d'activités, trop de sollicitations. Le monde, autrefois ample, devient saturé. Les dieux, pour préserver une forme d'ordre, doivent s'éloigner. Cette idée résonne avec une observation subtile. Plus une société devient complexe, plus elle nécessite des médiations, des règles, des institutions. La proximité immédiate avec des forces supérieures devient difficile à maintenir. Elle exige un ajustement constant qui finit par épuiser l'ensemble du système. Les Sumériens semblent avoir perçu cette dynamique sans la théoriser. Ils l'ont consignée sous forme de récits sobres, presque austères. Les dieux ne sont ni idéalisés ni diabolisés. Ils agissent selon une logique qui dépasse l'individu, mais qui reste intelligible à l'échelle du monde. Avant le déluge, cette logique permettait une cohabitation étroite. Après, elle impose une séparation. Cette séparation n'est pas totale, mais elle est structurante. Elle redéfinit la condition humaine. Les hommes ne sont plus des partenaires directs, mais des gestionnaires d'un monde désormais livré à ses propres limites. Les rois, dans ce nouveau contexte, doivent assumer une charge plus lourde. Ils ne sont plus simplement les relais d'un ordre cosmique stable. Ils doivent compenser l'absence relative des dieux par des lois, des constructions, des décisions visibles. Leur mortalité devient centrale car elle limite leur capacité à maintenir un ordre sur la durée. Cette évolution éclaire rétroactivement la proximité ancienne. Si les dieux pouvaient descendre sans bruit avant le déluge, c'est peut-être parce que le monde n'exigeait pas encore une séparation nette. Les frontières côtières étaient plus souples, les rythmes plus lents, la densité moindre. Les tablettes ne regrettent pas explicitement cette époque. Elles ne la célèbrent pas non plus. Elles la mentionnent comme un état du monde révolu, dont les conditions ne sont plus réunies. Cette neutralité est essentielle. Elle évite toute nostalgie excessive et maintient une distance analytique. Pourtant, à travers cette retenue, une impression persiste. Le retrait des dieux n'est pas sans conséquences intérieures. Il laisse un vide, une tension. Le monde continue, mais il n'est plus porté de la même manière. La responsabilité humaine augmente, tout comme la fragilité de l'ensemble. À mesure que les récits avancent vers les événements immédiatement antérieurs au déluge, cette tension devient plus perceptible. Les décisions divines se multiplient, les assemblées se réunissent. Le langage se fait plus technique, plus précis, comme si la fin d'un monde nécessitait une administration minutieuse. Et dans ce mouvement silencieux, où les dieux cessent peu à peu de descendre sans bruit, une figure commence à se détacher. Un homme, non pas choisi pour sa grandeur,
mais pour sa capacité à écouter et à conserver. Une mémoire vivante, destinée à traverser l'eau et à porter, de l'autre côté de la rupture, le souvenir fragmentaire de ce qui fut perdu. Avant que le monde ne se resserre autour de la survie, les textes sumériens laissent entrevoir une société qui fonctionnait selon un équilibre différent. Rien n'y est décrit comme primitif ou chaotique. Au contraire, l'organisation semble stable, presque silencieuse. Les cités existent, les métiers sont définis, les rites sont établis, mais cette structure ne repose pas encore sur la contrainte permanente ni sur l'urgence. La société d'avant le déluge n'est pas idéalisée. Elle n'est pas présentée comme parfaite. Elle est simplement autre. Les relations entre les individus, les institutions et le sacré semblent moins tendues, moins fragmentées. Le monde n'exige pas encore une vigilance constante. Il se maintient par continuité plutôt que par correction. Les tablettes évoquent des fonctions sociales déjà bien établies. Les bergers, les cultivateurs, les artisans, les administrateurs. Chacun occupe une place précise, non pas imposée par la force, mais inscrite dans un ordre reconnu. Les conflits ne sont pas absents, mais ils ne structurent pas encore le récit. Ils ne définissent pas la société. Ce qui frappe dans ces descriptions indirectes, c'est l'absence de lois détaillées. Les codes juridiques apparaîtront plus tard, lorsque le monde deviendra plus instable. Avant la rupture, les règles semblent implicites, portées par la tradition et la proximité, avec un ordre cosmique partagé. Le respect ne vient pas de la sanction, mais de l'équilibre. Les villes elles-mêmes ne sont pas décrites comme des forteresses. Elles sont ouvertes, traversées par des canaux, reliées par des voies naturelles. Leur rôle principal n'est pas défensif, mais organisateur. Elles structurent le territoire, redistribuent les ressources, assurent la continuité des pratiques. Dans ce contexte, le travail n'apparaît pas comme une contrainte permanente. Il est une participation au maintien du monde. Cultiver la terre, entretenir les canaux, reconstruire après une crue ordinaire. Ces gestes sont répétitifs, mais ils ne sont pas vécus comme une lutte incessante contre le chaos. Le chaos est présent, mais contenu. Les rites jouent un rôle central dans cette société ancienne. Ils ne servent pas à apaiser des dieux lointains, mais à maintenir une synchronisation entre les différents niveaux du réel. Offrandes, chants, gestes précis. Tout cela participe à un réglage fin, presque imperceptible, qui permet au monde de rester habitable. Avant le déluge, les dieux ne demandent pas encore une attention exclusive. Ils font partie du paysage social. Leur présence ne détourne pas les humains de leurs tâches quotidiennes. Elle les accompagne. Cette intégration réduit la tension entre le sacré et le profane, une tension qui deviendra beaucoup plus marquée après la rupture. Les textes suggèrent également une relation différente à la mémoire. Le passé n'est pas accumulé sous forme de récits héroïques ou de généalogies détaillées. Il est présent par continuité. Les noms se répètent, les lieux persistent, les fonctions se transmettent. La mémoire n'a pas besoin d'être constamment réaffirmée. Cette stabilité relative permet une forme de confiance dans le monde. Les catastrophes existent, mais elles ne remettent pas en cause l'ordre global. Une crue détruit une partie des récoltes, mais le fleuve reviendra. Une ville est endommagée, mais elle sera reconstruite au même endroit. Le futur est perçu comme une extension du présent. C'est précisément cette confiance qui commence à se fissurer à l'approche du déluge. Les signes sont subtils. Une accumulation d'activités, une densité accrue des cités, une intensification des échanges. Le monde devient plus chargé, plus sollicité. Ce qui était supportable à petite échelle commence à produire des tensions systémiques. La société ancienne n'est pas préparée à une rupture totale. Elle repose sur l'idée que l'ordre se maintient par ajustement progressif. Lorsqu'un seuil est franchi, cette logique devient insuffisante. Les mécanismes de régulation ne parviennent plus à absorber les déséquilibres. Les textes ne décrivent pas de crise sociale explicite avant le déluge. Il n'y a pas de révolte, pas de guerre généralisée. La rupture à venir n'est pas politique. Elle est structurelle. Elle concerne la capacité même du monde à supporter ce qu'il est devenu. Dans cette société, la notion de progrès n'existe pas au sens moderne. Il n'y a pas de quête d'expansion infinie. Les villes grandissent, mais dans des limites reconnues. Les techniques évoluent lentement, intégrées à des pratiques éprouvées. L'innovation n'est pas une valeur en soi. Elle est acceptée lorsqu'elle s'inscrit dans l'équilibre général. Cette retenue explique peut-être la longévité apparente des structures prédiluviennes. Un monde qui ne cherche pas à se dépasser constamment accumule moins de tensions internes. Mais cette stabilité a aussi un revers. Elle rend le système vulnérable à des changements globaux qu'il ne peut pas anticiper.
Lorsque l'environnement se modifie de manière plus brutale, lorsque les crues deviennent plus vastes, plus imprévisibles, l'ancienne organisation montre ses limites. Les outils sociaux conçus pour un monde lent ne suffisent plus à gérer une réalité accélérée. Les Sumériens semblent avoir perçu cette inadéquation sans la formuler explicitement. Leurs textes ne parlent pas d'erreurs humaines, mais d'un monde devenu trop dense. Trop de voix, trop de mouvements, trop de sollicitations. La société avant la rupture n'est pas coupable, elle est dépassée. Après le déluge, les structures sociales changent profondément. Les lois apparaissent, les frontières se durcissent, les hiérarchies deviennent plus visibles, plus contraignantes. La société doit désormais se défendre contre un monde perçu comme instable, imprévisible. Ce contraste éclaire rétroactivement la douceur relative de l'époque antérieure. Avant la rupture, la société n'avait pas besoin de se protéger en permanence contre elle-même. Elle fonctionnait par continuité, par répétition, par ajustement discret. Les récits sumériens ne cherchent pas à faire regretter cette époque. Ils la présentent comme un état du monde qui ne peut pas être restauré. Les conditions ont changé. La terre, les fleuves, le ciel, tout a basculé dans un régime différent. Pourtant, en conservant le souvenir de cette société ancienne, les scribes ont laissé une trace précieuse. Ils ont montré qu'un autre rapport au monde avait existé, fondé non sur la domination ou la peur, mais sur une intégration patiente au rythme naturel. Ce souvenir n'est pas un modèle à imiter, mais un point de comparaison. Il permet de mesurer ce qui a été perdu lorsque la rupture est survenue. Non pas une perfection mythique, mais une forme de confiance fondamentale dans la capacité du monde à se maintenir. À mesure que l'on se rapproche du moment où les signes deviennent plus explicites, cette confiance se transforme en attente silencieuse. Les structures tiennent encore, mais quelque chose s'est déplacé. Le monde semble moins tolérant, moins souple. Et dans cet espace fragile, juste avant que l'eau ne redéfinisse les limites de toute chose, une pression invisible s'accumule. Une pression qui ne se manifeste pas encore par la catastrophe, mais par une sensation diffuse que l'ordre ancien, aussi stable qu'il ait été, ne pourra pas traverser intact la prochaine transformation du monde. À mesure que le monde ancien s'approche de sa limite, les textes sumériens commencent à suggérer une pression nouvelle, difficile à localiser précisément. Elle ne vient pas seulement de la terre ou des fleuves, mais du ciel lui-même. Non pas un ciel menaçant ou spectaculaire, mais un ciel dont les cycles semblent moins prévisibles, moins indulgents. Le rythme ancien, autrefois suffisamment large pour absorber les variations, commence à se resserrer. Dans les récits les plus discrets, le ciel n'est jamais séparé de la vie sociale. Il régule les saisons, les récoltes, les rites. Il est observé attentivement, non pour y lire des présages sensationnels, mais pour ajuster les gestes humains à des cycles plus vastes. Avant la rupture, cette observation suffit. Le ciel parle sans avoir besoin d'être interprété de manière anxieuse. Peu à peu, cependant, une tension apparaît. Les signes deviennent plus difficiles à intégrer. Les saisons semblent moins régulières. Les crues ne suivent plus toujours les attentes établies par l'expérience transmise. Le ciel n'est pas hostile, mais il devient exigeant. Il demande une attention constante, presque une vigilance nouvelle. Les cités, construites pour un monde relativement stable, commencent à ressentir ce changement. Les canaux doivent être entretenus plus fréquemment. Les digues sont renforcées. Les temples multiplient les rites, non par peur, mais par nécessité d'ajustement. Le poids du ciel se fait sentir dans l'organisation quotidienne, dans les décisions collectives. Les textes ne parlent pas de catastrophes célestes soudaines. Ils évoquent plutôt une accumulation de déséquilibres mineurs, une récolte légèrement inférieure, une crue un peu trop haute, un intervalle inhabituel entre deux saisons. Pris isolément, ces événements ne sont pas alarmants. Ensemble, ils signalent un glissement. Dans ce contexte, le ciel devient un espace de médiation plus complexe. Les dieux qui lui sont associés prennent une importance accrue, non parce qu'ils sont devenus plus puissants, mais parce que le monde exige désormais une interprétation plus fine. Ce qui était autrefois évident devient ambigu. Les cités ressentent cette ambiguïté comme une charge. Elles doivent anticiper davantage, stocker plus, organiser différemment. La spontanéité ancienne laisse place à une planification prudente. Le futur, autrefois perçu comme une extension naturelle du présent, devient une question ouverte. Cette transformation affecte profondément la relation entre le ciel et la terre. Avant, ils formaient un continuum lisible. Désormais, leur dialogue semble perturbé. Le ciel envoie des signaux que la terre peine à traduire. Les humains se retrouvent au milieu,
tentant de maintenir un équilibre qui leur échappe progressivement. Les rois, dans ce contexte, voient leur rôle évoluer. Ils ne sont plus seulement des figures de continuité, ils deviennent des gestionnaires de l'incertitude. Leur autorité doit s'exercer face à des phénomènes qu'ils ne peuvent ni contrôler ni ignorer. Le ciel impose une responsabilité nouvelle. Les textes sumériens restent remarquablement sobres face à cette évolution. Ils ne décrivent pas de panique collective. Ils ne parlent pas de prophétie apocalyptique. Ils notent simplement une intensification des pratiques, une densification des rites, une attention accrue au cycle céleste. Cette retenue suggère une société qui tente de s'adapter sans rompre. Le monde ancien ne s'effondre pas dans la confusion. Il résiste, s'ajuste, se contracte. Mais cette résistance a un coût. Elle exige une énergie croissante pour maintenir un ordre qui n'est plus soutenu naturellement. Le ciel dans cette phase devient un indicateur silencieux. Il ne menace pas. Il impose des contraintes. Il rappelle que l'équilibre ancien reposait sur des conditions précises, désormais en train de se modifier. Les cités sentent ce changement sans pouvoir le nommer clairement. Les chercheurs modernes ont noté que certaines périodes de l'histoire mésopotamienne correspondent à des variations climatiques subtiles mais durables, des changements dans les régimes de précipitation, dans la fréquence des crues. Ces variations ne provoquent pas immédiatement l'effondrement, mais elles modifient profondément les conditions de vie. Pour une société fondée sur la répétition et la continuité, ces modifications sont particulièrement déstabilisantes. Elles n'offrent pas de point de rupture clair, mais une succession de petits ajustements qui finissent par épuiser les structures existantes. Le ciel devient alors un poids, non par violence, mais par persistance. Dans les textes, cette pression se traduit par une multiplication des décisions divines. Les assemblées se réunissent plus souvent. Les dieux discutent, évaluent, mesurent. Leur langage reste calme, mais leur implication devient plus directe. Le monde a besoin d'être géré plus activement. Cette gestion accrue signale une perte d'autonomie du système ancien. Ce qui fonctionnait presque automatiquement nécessite désormais une supervision constante. Le ciel ne se contente plus de rythmer. Il intervient indirectement en modifiant les conditions auxquelles la Terre doit répondre. Les cités ressentent cette transformation dans leur architecture même. Les constructions deviennent plus massives, plus durables. On anticipe des événements plus extrêmes. Les fondations sont renforcées. Les espaces sacrés se multiplient, comme pour ancrer le monde face à un ciel devenu moins prévisible. Pourtant, malgré ces efforts, une impression persiste dans les textes, celle d'un décalage croissant entre les capacités humaines et les exigences du monde. Le ciel impose des conditions que la société ancienne n'a pas été conçue pour absorber indéfiniment. Ce décalage n'est jamais formulé comme une faute, il est présenté comme une limite. Le monde a changé de régime et les structures héritées d'un temps plus lent peinent à suivre. Le ciel ne punit pas, il impose une nouvelle cadence. À l'approche du déluge, cette cadence devient trop rapide. Les ajustements ne suffisent plus. Les signes se multiplient sans pouvoir être intégrés dans l'ordre existant. Le poids du ciel devient trop lourd pour les cités, non parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles ont atteint les limites de ce qu'elles peuvent soutenir. Dans cette phase finale, le ciel cesse d'être simplement observé. Il devient une source d'inquiétude silencieuse. Non pas une peur ouverte, mais une vigilance permanente. Chaque variation compte. Chaque anomalie est notée. Le monde est sous tension. Les Sumériens n'ont pas décrit cette tension en termes abstraits. Ils l'ont inscrite dans des récits sobres, dans des décisions divines, dans des changements de rythme. Le ciel pèse sur les cités parce qu'il rappelle constamment que l'équilibre ancien n'est plus garanti. Et dans ce climat de pression diffuse, où la terre et le ciel ne dialoguent plus avec la même fluidité, un seuil invisible est franchi. Un point où l'ajustement n'est plus possible. Où le monde, saturé de signes et de contraintes, doit se transformer radicalement pour continuer d'exister sous une autre forme. Lorsque l'équilibre ancien commence à se fissurer, il ne le fait jamais d'un seul coup. Les textes sumériens ne décrivent pas un moment précis où tout bascule. Ils laissent plutôt apparaître une succession de signes discrets, presque ordinaires, qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un monde devenu instable. Rien n'est encore rompu, mais tout semble légèrement déplacé. Ces signes ne prennent pas la forme de catastrophes immédiates. Ils apparaissent dans les détails du quotidien, dans les ajustements constants que la société doit opérer pour maintenir ce qui autrefois allait de soi. Les crues ne respectent plus exactement les rythmes transmis. Les saisons glissent imperceptiblement. Les récoltes exigent une attention accrue.
Le monde demande davantage sans offrir davantage en retour. Les tablettes n'emploient pas le langage de l'alerte. Elles ne parlent pas d'effondrement imminent. Elles consignent des changements, souvent sans les commenter. Cette absence d'interprétation directe est révélatrice. Les scribes notent ce qu'ils observent, comme si le sens profond de ces variations ne pouvait être compris qu'avec le recul. Dans cette phase, l'instabilité n'est pas seulement environnementale. Elle touche aussi les structures sociales et symboliques. Les rites se multiplient, non par excès de dévotion, mais par besoin de recalibrage. Ce qui fonctionnait auparavant avec peu d'intervention exige désormais une répétition plus fréquente, plus précise. Les dieux, dans ces récits, deviennent plus présents dans les décisions collectives, non pas parce qu'ils se rapprochent, mais parce que leur arbitrage est davantage sollicité. Le monde humain semble moins capable de s'autoréguler. Il cherche des repères là où l'expérience accumulée ne suffit plus. Les cités ressentent cette instabilité dans leur organisation interne. Les réserves sont surveillées de plus près. Les travaux hydrauliques se complexifient. Les espaces sacrés prennent une importance accrue, comme des points fixes dans un paysage devenu mouvant. L'architecture elle-même reflète une tentative de stabilisation. Pourtant, malgré ces efforts, une impression persiste, celle que les ajustements ne font que retarder une transformation plus profonde. Les signes ne disparaissent pas, ils s'accumulent. Chaque solution temporaire révèle une nouvelle fragilité. Les textes évoquent parfois un bruit excessif, une agitation devenue trop grande. Ce bruit n'est pas seulement sonore, il désigne une saturation générale du monde. Trop d'activité, trop de sollicitations, trop de mouvements dans un espace qui n'a pas été conçu pour une telle densité. L'instabilité naît de cette accumulation. Dans ce contexte, le monde n'est plus perçu comme un cadre stable, mais comme un système sous tension. Chaque élément dépend plus étroitement des autres. Une variation mineure peut avoir des effets disproportionnés. Cette interconnexion accrue rend la société plus vulnérable aux perturbations. Les Sumériens semblent avoir compris cette vulnérabilité sans la formaliser. Ils n'analysent pas les causes profondes, ils observent les effets. Leur écriture devient un espace de conservation des signes, en attente d'un sens qui ne se révélera que plus tard. Les listes, les chroniques, les hymnes conservent la trace de cette instabilité croissante. Les durées se raccourcissent, les décisions se multiplient, les récits deviennent plus denses. Le temps lui-même semble se contracter, comme si le monde avançait vers un point de compression. Il est significatif que, dans cette période, les textes commencent à accorder plus d'importance à la transmission. La mémoire n'est plus seulement une continuité implicite. Elle doit être activement conservée, recopiée, protégée. L'argile devient un refuge contre l'effacement possible. Cette insistance sur la mémoire suggère une conscience diffuse du risque. Non pas d'une fin immédiate, mais d'une perte irréversible. Quelque chose pourrait disparaître sans laisser de traces si cela n'est pas consigné maintenant. L'écriture prend alors une fonction nouvelle, plus urgente. L'instabilité du monde se manifeste aussi dans la manière dont les dieux sont représentés. Leurs décisions semblent plus fréquentes, parfois plus radicales. Non parce qu'ils sont devenus imprévisibles, mais parce que le système qu'ils régulaient l'est désormais. Ils répondent à un monde qui change plus vite que prévu. Les assemblées divines, évoquées avec sobriété, témoignent de cette complexité accrue. Les dieux délibèrent, évaluent, cherchent des solutions. Cette représentation suggère que l'instabilité n'est pas seulement humaine ou naturelle. Elle traverse tous les niveaux de l'ordre cosmique. Les humains, pris dans ce réseau de signes et de décisions, ressentent une pression nouvelle. Leur marge d'erreur se réduit. Chaque choix compte davantage. La confiance ancienne, fondée sur la répétition des cycles, laisse place à une attention inquiète. Cette transition n'est jamais décrite comme une chute brutale. Elle est lente, presque insidieuse. C'est précisément cette lenteur qui la rend difficile à nommer. Il n'y a pas de moment où l'on peut dire que le monde est devenu instable. Il l'est progressivement par accumulation. Les chercheurs modernes, en observant les données archéologiques et environnementales, ont parfois identifié des périodes de stress prolongées dans la région, des phases où les conditions de vie se dégradent sans provoquer d'effondrement immédiat. Ces périodes correspondent souvent à des transformations sociales profondes. Les textes sumériens semblent refléter une expérience similaire. Ils témoignent d'un monde qui tient encore, mais au prix d'un effort croissant. L'instabilité n'est pas encore une catastrophe. Elle est une fatigue. Cette fatigue affecte aussi la manière dont le futur est envisagé. Avant, il était une continuité naturelle.
Désormais, il devient incertain. Les décisions se projettent moins loin. La planification se fait à court terme. Le monde ne promet plus la même permanence. Dans cette atmosphère, le déluge n'apparaît pas comme une surprise totale. Il est l'aboutissement d'un processus déjà perceptible. Les signes étaient là, dispersés, difficiles à relier, mais présents. Le monde instable cherchait une issue. Les textes ne présentent pas le déluge comme une solution souhaitée. Ils le décrivent comme une nécessité structurelle. Lorsque les ajustements ne suffisent plus, une transformation radicale devient inévitable. Le monde doit se reconfigurer pour continuer sous une autre forme. Cette reconfiguration implique une perte. Les structures anciennes, les rythmes étendus, la proximité diffuse entre les niveaux du réel. Tout cela ne peut pas être conservé intact. L'instabilité prépare le terrain à cette perte en rendant l'ancien monde progressivement inhabitable. En conservant la trace de ces signes, les Sumériens ont laissé un témoignage précieux. Ils montrent que les grandes ruptures ne naissent pas du néant. Elles sont précédées de longues phases de déséquilibre, souvent ignorées ou normalisées par ceux qui les vivent. À mesure que l'instabilité s'accentue, une figure commence à émerger dans les récits. Un individu attentif, silencieux, capable d'entendre ce que le monde annonce sans le dire clairement. Non pas un héros, mais un conservateur de mémoire. Car lorsque les signes se multiplient et que le monde devient instable, la question n'est plus seulement de survivre, mais de préserver quelque chose de transmissible. Une trace, un savoir, un fragment de continuité. Et c'est vers cette nécessité discrète que les récits se tournent désormais, alors que l'horizon se charge lentement d'eau et de silence. Dans les textes sumériens, l'approche du déluge n'est jamais proclamée ouvertement. Il n'y a pas de cri d'alarme, pas de date gravée comme un avertissement. L'annonce est diffuse, fragmentée, presque dissimulée dans le langage ordinaire des tablettes. Elle se glisse dans des décisions divines, dans des changements de ton, dans une accumulation de précautions qui trahissent une attente silencieuse. Le monde ancien ne reçoit pas la nouvelle de sa fin comme une révélation soudaine. Il la pressent. Les signes observés auparavant cessent d'être interprétables comme de simples variations. Ils prennent une cohérence inquiétante. Ce qui était instabilité devient direction. Ce qui semblait fluctuation devient trajectoire. Les dieux, dans cette phase, ne se manifestent pas par des gestes spectaculaires. Leur parole devient plus rare, plus concentrée. Les décisions évoquées dans les récits gagnent en gravité sans jamais être dramatisées. Le langage reste mesuré, mais il porte désormais le poids de l'irréversibilité. Il est significatif que l'annonce du déluge ne soit jamais adressée à l'ensemble de l'humanité. Elle n'est pas proclamée dans les cités, ni gravée sur les murs des temples. Elle circule à un niveau plus discret, presque confidentiel, comme si la submersion à venir ne relevait pas d'une préparation collective, mais d'une transition contrôlée. Cette retenue suggère que le déluge n'est pas conçu comme un événement à éviter. Il est présenté comme une décision déjà prise, inscrite dans une logique plus vaste que les ajustements humains. Le monde ancien a atteint un point où la continuité n'est plus possible sous sa forme actuelle. Les textes évoquent des assemblées divines où le sort du monde est discuté avec calme. Il n'y a pas de colère excessive, pas de vengeance. Il y a une évaluation. Le bruit, la densité, la saturation du monde sont mentionnés comme des faits. La submersion apparaît alors comme une réponse structurelle, non comme une réaction émotionnelle. Dans ce contexte, l'annonce du déluge prend la forme d'une sélection. Non pas une sélection morale, mais une sélection fonctionnelle. Ce qui doit être conservé, transmis, sauvegardé. Ce qui peut disparaître sans compromettre la continuité du monde sous une autre forme. C'est ici que la figure humaine destinée à survivre commence à émerger plus clairement. Non comme un élu glorieux, mais comme un dépositaire. Quelqu'un capable d'écouter sans interpréter excessivement, d'agir sans chercher à comprendre l'ensemble. Sa qualité principale n'est pas la bravoure, mais l'attention. L'annonce voilée passe par lui. Elle ne lui est pas donnée comme une vision spectaculaire. Elle est transmise sous forme d'instructions précises, techniques, presque prosaïques. Construire, mesurer, préparer. Rien qui ressemble à une prophétie exaltée. Tout est orienté vers la conservation. Cette manière de transmettre l'annonce est révélatrice. Elle montre que, pour les Sumériens, la fin d'un monde ne se gère pas par le discours, mais par l'acte. Par des gestes concrets, répétés, silencieux, la submersion n'est pas racontée à l'avance. Elle est anticipée matériellement. Les autres habitants des cités ne semblent pas informés. Les textes ne décrivent pas de fuite massive, pas de panique collective.
Le monde continue de fonctionner jusqu'à la rupture. Cette continuité apparente renforce l'idée que le déluge n'est pas perçu comme une catastrophe ordinaire, mais comme un basculement de régime. Il est possible que cette discrétion reflète une réalité psychologique profonde. Les sociétés anciennes, confrontées à des changements lents mais inexorables, ne disposent pas toujours des outils pour concevoir une fin globale. Elles vivent dans le présent étendu, ajustant sans cesse, sans imaginer une rupture totale. L'annonce voilée respecte cette limite. Elle ne cherche pas à convaincre une collectivité qui ne pourrait pas agir efficacement. Elle s'adresse à une fonction précise, à un relais de mémoire. Le reste du monde suit son cours, jusqu'à ce que ce cours ne soit plus possible. Les textes suggèrent que cette annonce n'est pas immédiate. Elle intervient tardivement, lorsque les signes ont déjà épuisé leur capacité à être intégrés. Le moment n'est pas choisi arbitrairement. Il correspond à un seuil où la transformation ne peut plus être différée. Cette temporalité est essentielle. Elle montre que le déluge n'est pas une correction préventive, mais une réponse ultime. Tout a été tenté pour maintenir l'équilibre ancien. Lorsque ces tentatives échouent, la submersion devient la seule option restante. L'eau, dans ce contexte, n'est pas un agent de destruction aveugle. Elle est un moyen de réinitialisation. Elle efface les structures saturées, les accumulations devenues trop lourdes. Elle redistribue l'espace, redéfinit les limites. Elle prépare un sol nouveau, même si ce sol repose sur des pertes irréversibles. L'annonce voilée porte aussi une dimension éthique implicite. Elle ne juge pas les individus. Elle évalue le monde comme un ensemble. La submersion n'est pas dirigée contre des fautes particulières, mais contre une configuration globale devenue intenable. Cette absence de jugement individuel distingue profondément le récit sumérien de versions plus tardives du déluge. Ici, la question n'est pas qui mérite de survivre, mais ce qui peut être transmis sans reproduire les déséquilibres anciens. La figure chargée de cette transmission n'est pas décrite comme exceptionnelle par sa nature. Elle est humaine, limitée, consciente de ses propres contraintes. C'est précisément cette limitation qui la rend apte à porter quelque chose à travers la rupture. L'annonce voilée est donc aussi une annonce de continuité minimale. Tout ne peut pas être sauvé, mais tout ne doit pas être perdu. La sélection n'est pas quantitative, elle est qualitative. Elle concerne des savoirs, des formes de vie, des structures essentielles. Les textes ne détaillent pas ces critères. Ils les suggèrent par le silence. Ce qui est embarqué n'est pas exhaustif. Ce qui reste à terre disparaît avec le monde ancien. Cette perte n'est pas minimisée. Elle est acceptée comme le prix de la transformation. À l'approche de la submersion, le langage des tablettes devient encore plus sobre. Les descriptions se raréfient. Les gestes comptent plus que les mots, comme si l'écriture elle-même se préparait à une interruption. Cette sobriété renforce l'impression que l'annonce du déluge n'est pas un récit destiné à être raconté, mais un événement à traverser. L'argile conserve la trace de ce seuil, mais elle ne le dramatise pas. Les Sumériens semblent avoir compris que certaines transformations dépassent la capacité du langage à les contenir. Elles ne peuvent être qu'indiquées, jamais pleinement décrites. L'annonce voilée respecte cette limite. Elle dit juste assez pour permettre l'action, pas assez pour saturer le sens. Dans cette économie du dire, le déluge devient une présence silencieuse, déjà là avant même que l'eau n'apparaisse. Il est inscrit dans les décisions, dans les préparatifs, dans la contraction du temps. La submersion commence avant la pluie. Et tandis que le monde continue à fonctionner, apparemment inchangé, une structure se met en place à l'écart du regard collectif. Une construction patiente, méthodique, tournée non vers la survie individuelle, mais vers la traversée d'un seuil que personne ne peut encore voir, mais que certains ont appris à reconnaître dans le silence du monde. Dans les textes sumériens, Utanapishti n'apparaît pas comme un héros au sens traditionnel. Il n'est pas présenté comme un conquérant, ni comme un fondateur de cité. Sa singularité tient à autre chose. Il est celui qui reçoit une tâche silencieuse, orientée non vers l'action visible, mais vers la conservation. Sa place dans le récit n'est pas centrale par éclat, mais par fonction. Utanapishti n'est pas choisi pour sa force ou sa sagesse proclamée. Les tablettes suggèrent qu'il est attentif, capable d'écouter ce qui n'est pas dit ouvertement. Cette qualité, rarement valorisée dans les récits ultérieurs, devient ici déterminante. Dans un monde saturé de signes, il perçoit la direction générale sans chercher à la maîtriser. La transmission qui lui est faite ne prend pas la forme d'une révélation spectaculaire. Elle se glisse dans une parole détournée,
presque indirecte. Les instructions ne portent pas sur le sens du déluge, mais sur ce qu'il faut faire. Construire, préserver, mesurer avec soin. La mémoire à conserver n'est pas d'abord narrative. Elle est matérielle. Cette matérialité est essentielle. Uttanapishti ne sauve pas des idées abstraites. Il sauve des formes de vie, des relations, des savoirs incorporés dans des gestes et des pratiques. La mémoire qu'il porte n'est pas destinée à être racontée immédiatement. Elle est destinée à être transmise par la continuité du vivant. Dans cette perspective, l'embarcation qu'il construit n'est pas un refuge individuel. Elle est une archive mouvante. Chaque élément qu'elle contient répond à une logique de préservation minimale. Non pas tout conserver, mais conserver ce qui permet au monde de reprendre forme après la rupture. Les textes ne décrivent pas Uttanapishti comme un homme isolé de sa communauté par choix. Il agit en marge, mais non par rejet. Il comprend que l'annonce ne peut pas être partagée sans être déformée. Son silence n'est pas un secret égoïste. Il est une condition de l'efficacité de la transmission. Ce silence explique aussi pourquoi son rôle est longtemps resté périphérique dans les récits. Il n'incarne pas un modèle politique ou moral. Il incarne une fonction transitoire, appelée à disparaître une fois sa tâche accomplie. Sa survie n'est pas une récompense. Elle est un moyen. Après le déluge, Uttanapishti n'est pas réintégré dans le monde humain ordinaire. Les textes suggèrent qu'il est mis à l'écart, installé dans un espace liminal entre les dieux et les hommes. Cette position reflète la nature même de sa fonction. Ayant traversé la rupture, il n'appartient pleinement ni à l'avant ni à l'après. Cette mise à distance n'est pas punitive, elle est structurelle. Celui qui a porté la mémoire de l'ancien monde ne peut pas participer pleinement à la construction du nouveau sans risquer de le saturer à nouveau. La continuité doit être limitée, filtrée, pour que le monde puisse repartir sur des bases différentes. La mémoire conservée par Uttanapishti n'est donc pas exhaustive. Elle est fragmentaire, intentionnellement. Ce qui est transmis n'est pas la totalité de l'ancien ordre, mais ce qui est jugé compatible avec le nouveau régime du monde. Cette sélection silencieuse est l'un des aspects les plus subtils du récit. Les Sumériens ne détaillent pas les critères de cette sélection. Ils laissent entendre qu'elle relève d'un équilibre délicat. Trop conserver risquerait de reproduire les déséquilibres anciens. Trop perdre conduirait à une rupture totale, sans continuité possible. Uttanapishti agit dans cet entre-deux. Les récits ultérieurs, notamment dans l'épopée de Gilgamesh, montrent Uttanapishti comme un détenteur d'un savoir inaccessible. Mais ce savoir n'est pas un enseignement structuré, il est une expérience. Il ne peut pas être transmis directement. Il ne peut être que raconté partiellement, sous forme de fragments. Cette fragmentation de la mémoire est cohérente avec la logique du déluge. Le monde d'avant ne peut pas être restauré tel quel. Il ne peut être évoqué que comme une profondeur, un arrière-plan. La mémoire conservée sert à orienter, non à reproduire. Uttanapishti incarne ainsi une forme de limite. Il marque le point où la mémoire cesse d'être une continuité naturelle et devient une archive consciente. Après lui, le monde doit se souvenir autrement. Par récit, par mythe, par tablette. La mémoire directe a été interrompue. Cette interruption transforme profondément la relation humaine au passé. Avant le déluge, le passé était présent par répétition. Après, il devient un objet de recherche, de narration, parfois de nostalgie. La figure d'Uttanapishti se situe précisément à ce basculement. Il est significatif que son immortalité, souvent mentionnée, ne soit pas présentée comme un privilège enviable. Elle est une conséquence de sa position liminale. Il vit hors du temps humain ordinaire, non pour en jouir, mais parce qu'il ne peut plus y entrer pleinement. Cette condition souligne un aspect central du récit. Traverser une rupture globale implique une perte d'appartenance. Celui qui conserve la mémoire paie le prix de cette conservation par une séparation durable. La continuité du monde se fait au détriment de la continuité individuelle. Les textes sumériens ne dramatisent pas cette condition. Ils la constatent. Uttanapishti n'exprime ni regret ni triomphe. Il existe dans un espace calme, à distance, comme un témoin figé d'un monde qui n'est plus accessible. Cette figure éclaire la manière dont les Sumériens concevaient la transmission du savoir. Elle n'est pas toujours collective, ni toujours consciente. Parfois, elle repose sur des individus chargés de porter quelque chose à travers une discontinuité majeure, sans en maîtriser pleinement le sens. La mémoire conservée n'est donc pas un trésor à exploiter. Elle est un socle discret. Elle permet au monde de repartir sans être vierge mais sans être saturé. Elle introduit une asymétrie volontaire entre l'avant et l'après.
Cette asymétrie est essentielle pour comprendre la suite des récits. Le monde post-diluvien n'est pas une simple reconstruction. Il est une reconfiguration. Les institutions, les lois, les rapports aux dieux changent parce que la mémoire transmise est partielle, filtrée. Utanapishti n'est pas un modèle à suivre. Il est une fonction nécessaire dans un moment précis. Une fois ce moment passé, sa place devient marginale. Le monde doit avancer sans lui en s'appuyant sur ce qu'il a permis de préserver. Cette conception évite toute idéalisation excessive du survivant. Elle montre que la survie n'est pas une fin en soi. Elle est un passage. Ce qui compte, ce n'est pas de durer indéfiniment, mais de permettre une continuité adaptée à un monde transformé. À travers Utanapishti, les textes sumériens posent une question silencieuse. Lorsque le monde traverse une rupture qu'il ne peut pas éviter, que faut-il conserver pour qu'il reste habitable et que faut-il laisser disparaître pour qu'il ne retombe pas dans les mêmes déséquilibres ? Cette question ne reçoit pas de réponse explicite. Elle est laissée ouverte, inscrite dans la figure même de celui qui a traversé l'eau sans appartenir pleinement à la terre retrouvée. Et tandis que le monde recommence lentement à s'organiser après la submersion, cette mémoire fragmentaire devient la seule boussole disponible pour une humanité désormais contrainte d'inventer un nouvel équilibre, sous des conditions irréversiblement modifiées. Lorsque les eaux se retirent, elles ne laissent pas simplement derrière elles un paysage transformé, elles laissent une discontinuité. Dans les textes sumériens, le déluge n'est pas seulement un événement hydrologique majeur. Il agit comme une frontière invisible mais définitive entre deux régimes du temps. Avant lui, le passé s'étendait sans rupture claire. Après lui, le temps se fragmente, se compte, se divise. L'eau devient ainsi une ligne de séparation que l'on ne peut pas franchir dans les deux sens. Elle efface certaines continuités tout en préservant d'autres sous une forme profondément modifiée. Le monde d'après ne se souvient pas directement de celui d'avant. Il n'en conserve que des fragments, filtrés par la traversée. Cette frontière n'est jamais décrite comme un mur. Elle n'est pas infranchissable par la force, mais par la condition même de l'existence humaine. Ce qui se trouvait avant appartient désormais à une profondeur inaccessible. Les récits peuvent y faire référence, mais ils ne peuvent pas le restituer pleinement. Dans cette perspective, l'eau n'est pas seulement destructrice, elle est transformatrice. Elle redistribue le temps autant que l'espace. Les repères anciens disparaissent, non parce qu'ils étaient faux, mais parce qu'ils ne peuvent plus fonctionner dans le nouveau régime du monde. Les Sumériens semblent avoir compris que certaines catastrophes modifient la manière même dont le passé est perçu. Après le déluge, le temps ne s'écoule plus comme avant. Il devient linéaire, orienté, soumis à la finitude humaine. La longévité excessive des règnes disparaît. Les générations se succèdent plus rapidement. Le futur cesse d'être une simple prolongation du présent. Cette transformation est inscrite dans les textes sans commentaire explicatif. Elle se manifeste dans la structure même des récits. Avant la submersion, les durées sont étendues, presque immobiles. Après, elles se contractent. Le rythme narratif s'accélère. Le monde semble pressé. L'eau marque ainsi un point de non-retour. Elle ne se contente pas de recouvrir les cités. Elle recouvre une manière d'exister dans le temps. Lorsque les eaux se retirent, ce qui réapparaît n'est pas un monde ancien restauré, mais un espace nouveau, chargé de pertes invisibles. Les survivants ne reviennent pas à leurs anciennes pratiques telles quelles. Ils doivent réinventer des structures adaptées à un monde devenu plus instable, plus exigeant. Le temps, désormais compté, impose une organisation différente. Les lois apparaissent, les contrats se multiplient, la mémoire doit être activement entretenue. Cette nécessité de conserver le passé sous forme d'archives est une conséquence directe de la frontière aquatique. Ce qui n'est pas consigné risque de disparaître définitivement. L'argile devient alors un outil de résistance contre l'oubli, mais aussi un aveu de fragilité. La mémoire n'est plus garantie par la continuité du monde. L'eau, en tant que frontière, sépare également deux conceptions de la responsabilité humaine. Avant le déluge, l'ordre semblait soutenu par une proximité diffuse avec le divin. Après, cette proximité se réduit. Les humains doivent assumer davantage la gestion du monde sous des conditions moins favorables. Cette charge nouvelle se reflète dans la manière dont les cités sont reconstruites. Elles sont plus défensives, plus structurées, plus conscientes de leurs limites. Le monde d'après n'est pas naïf. Il sait que l'équilibre peut être rompu. Pourtant, malgré cette lucidité accrue, une nostalgie discrète traverse les textes. Non pas une nostalgie romantique, mais une conscience aiguë de ce qui ne peut plus être atteint.
Le monde d'avant n'est pas idéalisé, mais il est reconnu comme irrémédiablement perdu. Cette reconnaissance est essentielle. Elle permet au monde d'après de se construire sans chercher à restaurer un équilibre devenu impossible. La frontière de l'eau interdit le retour en arrière. Elle oblige à avancer, même sans garantie de stabilité durable. Les Sumériens ne décrivent pas cette avancée comme un progrès. Ils la présentent comme une adaptation contrainte. Le monde continue parce qu'il doit continuer, non parce qu'il s'améliore. Cette lucidité confère au récit une tonalité sobre, presque résignée. L'eau, en effaçant les repères anciens, impose une sélection sévère. Certaines pratiques survivent, d'autres disparaissent. Certaines formes de savoir sont transmises, d'autres se perdent. Cette sélection n'est pas toujours consciente. Elle est le résultat d'une compatibilité variable avec le nouveau régime du monde. La frontière aquatique agit donc aussi comme un filtre culturel. Ce qui traverse est transformé. Ce qui ne traverse pas devient inaccessible. Le passé prédiluvien n'est plus une référence directe, mais une profondeur mythifiée, évoquée sans être reproduite. Cette mythification n'est pas une falsification. Elle est une conséquence de la distance. Plus le temps passe, plus le monde d'avant devient difficile à penser concrètement. Il se charge de symboles, de récits condensés, de figures liminales comme Utanapishti. Les Sumériens semblent conscients de ce processus. Ils ne cherchent pas à corriger les récits, ni à les rationaliser entièrement. Ils acceptent que certaines choses ne puissent plus être dites autrement que de manière indirecte. L'eau, en tant que frontière du temps, introduit également une asymétrie durable. Le monde d'après sait qu'il vient d'un autre monde, mais il ne peut pas y retourner. Cette conscience influence profondément la manière dont l'histoire est écrite. Elle devient une tentative de recomposition, jamais une restitution complète. Cette tentative est visible dans la manière dont les événements sont datés, classés, ordonnés. Le temps devient un outil de stabilisation. On le découpe, on le mesure, on le fixe dans des listes. Cette obsession nouvelle du temps est une réponse directe à sa perte de fluidité. Avant le déluge, le temps n'avait pas besoin d'être contrôlé. Il s'écoulait dans une continuité large. Après, il doit être maîtrisé pour éviter que le monde ne sombre à nouveau dans le déséquilibre. La frontière aquatique impose cette vigilance permanente. Les dieux eux-mêmes semblent affectés par cette transformation. Leur présence devient plus distante, plus codifiée. Ils interviennent moins fréquemment, mais de manière plus ciblée. Leur parole est médiatisée par des rites, des interprétations, des institutions. Cette distance accrue renforce le sentiment de séparation inauguré par l'eau. Le monde est désormais stratifié. Les niveaux du réel ne communiquent plus avec la même fluidité. La frontière du temps s'accompagne d'une frontière ontologique. Pourtant, malgré ces séparations, une continuité minimale subsiste. Elle passe par la mémoire conservée, par les récits fragmentaires, par les pratiques adaptées. Le monde d'après n'est pas un monde amnésique. Il se souvient, mais autrement. Ce souvenir transformé est à la fois une richesse et une limite. Il offre des repères, mais il empêche aussi toute illusion de retour à l'état antérieur. La frontière de l'eau reste présente, même lorsque les fleuves retrouvent leur cours. Les Sumériens ont inscrit cette frontière dans leur manière de penser l'histoire. Ils ne racontent pas le passé comme une suite homogène. Ils reconnaissent une rupture fondamentale, sans chercher à la combler artificiellement. Cette reconnaissance confère à leur récit une profondeur particulière. Ils ne promettent pas une restauration complète. Ils acceptent la perte comme une condition de la continuité. Le monde continue parce qu'il a accepté de laisser une partie de lui-même derrière l'eau. À mesure que les générations passent, cette frontière devient plus abstraite, mais elle ne disparaît jamais complètement. Elle structure la mémoire collective, influence les institutions, façonne la relation au temps. Et tandis que les cités se reconstruisent sur des terres asséchées, sous un ciel désormais observé avec prudence, l'eau demeure présente comme un rappel silencieux, non pas seulement de ce qui a été détruit, mais de ce qui ne peut plus être vécu de la même manière. La frontière du temps ne se voit pas, elle ne se traverse pas, mais elle continue de définir ce que le monde peut devenir. Et dans cet espace limité, contraint mais encore habitable, l'humanité doit désormais apprendre à avancer sans l'illusion d'une continuité intacte, en portant avec elle la conscience fragile d'un avant qui ne reviendra pas. Après le retrait des eaux, le monde ne revient pas à lui-même. Il recommence mais sans retrouver certaines formes, certains rythmes, certaines évidences qui avaient structuré l'époque ancienne. Les textes sumériens ne s'attardent pas longuement sur ce qui a disparu. Ils l'indiquent par des absences, par des silences, par des discontinuités dans la mémoire. Ce qui ne fut jamais reconstruit n'est pas toujours nommé,
mais il pèse sur tout ce qui suit. Les cités renaissent, mais elles ne se posent plus exactement aux mêmes endroits. Certaines sont abandonnées, d'autres déplacées, parfois légèrement, parfois radicalement. Les noms persistent, mais les lieux changent. Cette dissociation subtile entre l'identité et l'espace signale une perte profonde. Le monde d'après ne peut plus s'ancrer exactement là où le monde d'avant se tenait. Les temples sont rebâtis, mais leurs fonctions se transforment. Avant le déluge, ils semblaient intégrés à la vie quotidienne, presque transparents. Après, ils deviennent des points de concentration, des lieux où l'on tente de recréer une connexion devenue fragile. Leur architecture gagne en monumentalité, comme si la distance nouvelle avec le divin devait être compensée par la masse et la durée. Ce changement architectural reflète une modification plus large. Certaines formes de proximité ne peuvent plus être restaurées. La relation diffuse entre les dieux, les rois et la société se fragmente. Elle doit désormais passer par des médiations explicites. Ce qui autrefois circulait librement doit être organisé, ritualisé, protégé. Les textes suggèrent aussi que certaines connaissances pratiques ne reviennent pas. Des manières d'exploiter la terre, de gérer l'eau, de se déplacer dans le paysage semblent avoir été perdues ou profondément modifiées. Le savoir transmis après la rupture est suffisant pour survivre, mais il n'offre plus la même aisance. Cette perte n'est pas décrite comme une ignorance soudaine, elle ressemble plutôt à une inadéquation. Les anciens savoirs ne fonctionnent plus dans les nouvelles conditions. Ils deviennent inutilisables, même s'ils sont partiellement connus. Le monde a changé trop profondément pour les accueillir tels quels. La disparition de certaines formes de longévité participe de cette irréversibilité. Les règnes étendus ne réapparaissent pas. Les générations se succèdent plus rapidement. La mémoire humaine doit s'adapter à cette accélération. Ce qui pouvait être transmis par simple continuité doit désormais être enseigné, répété, inscrit. Les listes, les chroniques, les tablettes se multiplient. Elles témoignent d'un effort conscient pour stabiliser un monde devenu instable. Mais cet effort lui-même révèle une absence. Le monde ancien n'avait pas besoin d'une telle accumulation de mémoire écrite. Il se souvenait autrement. Ce qui ne fut jamais reconstruit inclut aussi une certaine confiance fondamentale dans la durée. Avant, le futur semblait donné, large, presque indifférent aux variations individuelles. Après, il devient incertain. Chaque génération doit réaffirmer sa place, ses structures, ses équilibres. Cette incertitude transforme la manière dont les humains se projettent. Les projets deviennent plus courts, plus pragmatiques. La monumentalité subsiste, mais elle prend une fonction différente. Elle n'est plus l'expression d'une continuité naturelle, mais d'un désir de laisser une trace face à l'éphémère. Les textes sumériens ne condamnent pas cette transformation. Ils la constatent. Ils montrent un monde qui a appris à fonctionner avec moins de garanties. Cette adaptation n'est pas célébrée comme un progrès. Elle est acceptée comme une nécessité. Certaines formes de relations sociales semblent également se modifier de manière irréversible. La société d'après le déluge devient plus hiérarchisée, plus codifiée. Les rôles se rigidifient. Les marges de souplesse qui existaient auparavant se réduisent. Ce resserrement reflète un monde où la moindre défaillance peut avoir des conséquences plus graves. Avant la rupture, la société pouvait absorber des variations sans se désorganiser profondément. Après, elle doit prévenir activement les déséquilibres. Cette vigilance constante crée une tension durable. Le monde est habitable, mais il n'est plus indulgent. Les dieux eux-mêmes semblent ne plus pouvoir restaurer l'ancien ordre. Leur action vise désormais à accompagner le nouveau régime du monde, non à recréer ce qui a été perdu. Ils légifèrent, protègent, sanctionnent parfois, mais ils ne rétablissent pas la proximité ancienne. Cette limitation du pouvoir divin est implicite, mais elle est significative. Elle suggère que certaines transformations dépassent même les dieux tels que les Sumériens les concevaient. Le déluge n'est pas simplement un acte volontaire. Il enclenche des conséquences qui échappent à toute maîtrise totale. Ce qui ne fut jamais reconstruit inclut donc une part d'irréversibilité fondamentale. Le monde d'après n'est pas un monde réparé. Il est un monde réorganisé autour de pertes assumées. Cette acceptation silencieuse confère au texte une tonalité grave, mais jamais désespérée. Les Sumériens ne cherchent pas à effacer le souvenir de ce qui a disparu. Ils le maintiennent en creux par des références indirectes, par des contrastes implicites. Le passé ancien devient une profondeur, non un modèle. Cette profondeur nourrit une forme de lucidité. Elle rappelle que le monde a déjà changé radicalement et qu'il peut changer encore. Cette conscience influence la manière dont l'histoire est écrite.
elle n'est jamais présentée comme une progression linéaire, mais comme une succession d'équilibres précaires. Les cités post-diluviennes portent cette mémoire dans leur organisation même. Elles sont construites pour résister, pour durer malgré l'instabilité. Les systèmes hydrauliques deviennent plus complexes, les institutions plus robustes. Tout cela témoigne d'un apprentissage douloureux. Pourtant, malgré cette sophistication accrue, quelque chose de plus simple ne revient pas. Une forme de relation directe au monde, une confiance dans la répétition des cycles, une continuité vécue plutôt que pensée. Cette perte n'est pas mesurable, mais elle est perceptible dans la tonalité des récits. Les hymnes, les prières, les chroniques postérieures portent une gravité nouvelle. Elles sont plus conscientes de la fragilité humaine, plus attentives aux limites. Le monde est toujours sacré, mais il est aussi plus exigeant. Ce qui ne fut jamais reconstruit ne se limite donc pas à des bâtiments ou à des techniques. Il concerne une manière d'habiter le temps et l'espace, une manière qui ne peut plus fonctionner dans un monde désormais marqué par la discontinuité. Les Sumériens semblent avoir compris que cette perte n'était pas un échec, mais une condition. Le monde ne peut pas revenir à ce qu'il était sans se condamner à répéter les mêmes déséquilibres. La reconstruction doit se faire autrement. Cette compréhension explique la retenue des textes. Ils ne s'attardent pas sur des lamentations. Ils ne cherchent pas à restaurer par le récit ce qui ne peut plus être vécu. Ils avancent en portant avec eux la conscience de ce qui manque. Ce manque devient un espace intérieur, une référence silencieuse. Il informe les décisions, les rites, les institutions, sans être constamment nommé. Il est présent comme une ombre, non comme une obsession. À mesure que le monde post-diluvien se stabilise, cette ombre ne disparaît pas. Elle se transforme en mémoire culturelle, en récit transmis, en figure liminale. Elle rappelle que toute stabilité est provisoire. Ce qui ne fut jamais reconstruit devient ainsi un enseignement implicite. Il montre que certaines pertes sont définitives et que la continuité du monde dépend de la capacité à vivre avec ses absences sans chercher à les combler artificiellement. Dans cette acceptation silencieuse, les Sumériens ont laissé un témoignage rare. Ils ont montré qu'un monde peut survivre à sa propre fin, à condition de ne pas prétendre retrouver intact ce qu'il a perdu. Et tandis que les générations suivantes bâtissent, écrivent, organisent, une question demeure en arrière-plan. Si tant de choses n'ont jamais été reconstruites après la submersion, qu'est-ce que les traces matérielles encore enfouies sous les couches de sédiments peuvent nous dire aujourd'hui sur l'ampleur réelle de cette perte et sur la manière dont elle s'est inscrite dans la Terre elle-même ? Sous les plaines actuelles de l'Irak et des régions voisines, la Terre conserve une mémoire silencieuse. Elle ne parle pas par récit, mais par strates. Des couches de limon, de sable, de débris organiques, superposées lentement, témoignent d'événements qui ont marqué durablement le paysage. Pour les archéologues, ces couches sont des seuils. Elles signalent des ruptures, parfois nettes, parfois diffuses, entre des mondes successifs. Lorsque les premières fouilles systématiques furent menées sur les sites sumériens, une observation revint avec insistance. Sous certaines villes anciennes apparaissait une couche inhabituelle, épaisse, homogène, composée de dépôts alluviaux. Au-dessus, des traces d'occupation humaine reprenaient. En dessous, un autre monde semblait figé, interrompu sans transition progressive visible. Ces couches ne sont pas identiques partout. Elles varient en épaisseur, en composition, en étendue. Elles ne dessinent pas une inondation unique recouvrant toute la Mésopotamie de manière uniforme. Elles indiquent plutôt une série d'événements hydrologiques majeurs, suffisamment violents pour interrompre brutalement certaines occupations humaines. Cette absence d'uniformité est importante. Elle suggère que le déluge sumérien ne correspond pas nécessairement à un seul événement physique global, mais à une expérience cumulative de catastrophes suffisamment vastes pour être perçue comme une fin du monde connu. La mémoire collective n'enregistre pas chaque crue. Elle retient celle qui brise la continuité. À Chouroupak, l'une des cités directement associées au récit de la submersion, les fouilles ont révélé une couche de sédiments fluviaux qui sépare clairement deux phases d'occupation. Au-dessus, les constructions sont différentes, plus modestes, organisées autrement. En dessous, une ville plus ancienne, interrompue sans signe de déclin progressif. Ce type de rupture archéologique correspond étroitement à ce que les textes décrivent de manière indirecte. Une fin qui n'est pas le résultat d'un lent abandon, mais d'un événement qui rend l'espace soudainement inhabitable. La ville n'est pas transformée, elle est arrêtée. Dans d'autres sites, les traces sont plus ambiguës. Les couches d'inondation existent, mais elles sont moins nettes. Cela ne contredit pas les récits. Cela montre plutôt que l'expérience du déluge n'a pas été identique partout.
Certaines cités ont pu être épargnées partiellement, d'autres déplacées, d'autres encore totalement effacées. Les Sumériens n'ont jamais prétendu que toutes les villes avaient été détruites de la même manière. Leur texte parle d'une submersion qui met fin à un ordre, non d'une annihilation totale de toute présence humaine. Cette nuance est souvent perdue dans les interprétations ultérieures. L'archéologie confirme également une transformation dans les modes de construction après ces événements. Les matériaux changent, les fondations sont renforcées, les plans urbains se modifient. Les nouvelles villes semblent conçues avec une conscience accrue du risque hydrologique. Cette adaptation matérielle reflète une mémoire incorporée. Même lorsque le récit du déluge se transforme en mythe, la Terre conserve la trace de ce qui a nécessité ces ajustements. Les pratiques humaines intègrent des leçons que le langage ne formule pas toujours explicitement. Il est significatif que certaines technologies ou formes architecturales anciennes ne réapparaissent pas après ces ruptures. Leur disparition ne peut pas être expliquée uniquement par une évolution linéaire. Elle suggère une perte de continuité, une interruption dans la transmission des savoirs pratiques. Les outils, les techniques, les manières de bâtir sont des formes de mémoire. Lorsqu'elles disparaissent soudainement, cela indique plus qu'un simple changement de préférence. Cela signale une rupture dans la chaîne de transmission. Le déluge tel qu'il est vécu coupe cette chaîne. Les couches archéologiques témoignent aussi d'un phénomène plus subtil. Après certaines inondations majeures, on observe une phase de relative simplicité matérielle. Les objets sont moins nombreux, les décorations plus sobres. Ce n'est pas une pauvreté permanente, mais une phase de réorganisation. Cette sobriété correspond à un monde qui se reconstruit avec prudence. Les ressources sont limitées, les priorités recentrées sur l'essentiel. La complexité reviendra plus tard, mais elle ne peut pas être immédiatement restaurée. Les textes sumériens ne décrivent pas cette phase en détail. Ils la laissent en arrière-plan. L'archéologie, en revanche, en montre les contours. Elle révèle un monde qui repart, mais avec une conscience accrue de sa vulnérabilité. Il est tentant de chercher une correspondance parfaite entre le récit du déluge et une couche archéologique précise. Cette tentation est trompeuse. Les récits ne sont pas des rapports d'événements isolés, ils sont des condensations de mémoire, des synthèses de plusieurs expériences de rupture. L'archéologie, de son côté, ne peut pas confirmer un récit global unique. Elle peut seulement montrer que des événements suffisamment graves pour interrompre des civilisations ont bien eu lieu à des moments compatibles avec la formation de ces récits. Cette complémentarité entre texte et sol est essentielle. Aucun des deux ne suffit seul. Les tablettes donnent une structure de sens. La terre donne une matérialité. Ensemble, elles dessinent un tableau cohérent d'un monde soumis à des transformations brutales. Les archéologues ont également observé que certaines cités sont reconstruites rapidement après une inondation majeure, tandis que d'autres sont abandonnées pendant des générations. Cette différence suggère des choix, des capacités variables de résilience, mais aussi des pertes irrémédiables. Un site abandonné n'est pas toujours abandonné par manque de volonté. Il peut l'être parce que les conditions ont changé trop profondément. Le cours d'un fleuve déplacé, un sol devenu impropre à l'agriculture, une nappe phréatique modifiée. Le monde ne permet plus la continuité. Les textes sumériens évoquent parfois ces déplacements sans les expliquer. Ils mentionnent la fondation de nouvelles cités, sans raconter la fin des anciennes. L'archéologie comble partiellement ce silence. Elle montre des paysages transformés, des zones autrefois habitées, devenues marécageuses ou arides. Ces transformations environnementales donnent un poids concret à l'idée de fin abrupte. La rupture n'est pas seulement culturelle ou symbolique. Elle est inscrite dans la géographie même du territoire. Il est également frappant de constater que certaines zones présentent des traces d'inondations répétées sur une période relativement courte. Cette répétition pourrait expliquer le sentiment d'instabilité profonde décrit dans les textes. Le monde ne se contente pas de subir une catastrophe. Il en subit plusieurs, rapprochées, qui empêchent toute reconstruction durable selon les anciens modèles. Face à cette répétition, la mémoire collective ne distingue plus chaque événement. Elle les fusionne. Le déluge devient alors un symbole englobant, une manière de dire que le monde ancien a été rendu inhabitable par l'eau sous différentes formes. Cette fusion est un mécanisme normal de la mémoire humaine. Elle simplifie pour transmettre l'essentiel. Les Sumériens n'avaient pas besoin de consigner chaque crue. Ils avaient besoin de marquer le moment où la continuité a été brisée. Les traces archéologiques confirment que cette rupture n'est pas une invention tardive. Elle correspond à des discontinuités réelles, visibles, mesurables dans les couches du sol.
Le mythe ne naît pas dans le vide. Il se forme autour d'expériences concrètes, amplifiées par la transmission. Cependant, l'archéologie ne peut pas dire ce que ces ruptures ont signifié intérieurement pour ceux qui les ont vécues. Elle ne peut pas restituer la perte de confiance, la transformation du rapport au temps, la sensation d'avoir franchi un seuil irréversible. C'est là que les textes reprennent leur importance. Ils donnent une forme à cette expérience intérieure sans la dramatiser. Ils montrent un monde qui accepte la rupture comme un fait, puis tente de continuer autrement. Les couches de sédiments deviennent alors plus que des preuves matérielles. Elles sont des archives muettes d'un choc collectif. Elles marquent l'endroit où un monde s'est arrêté, non parce qu'il était faible, mais parce qu'il a rencontré des forces qu'il ne pouvait plus intégrer. Lorsque les récits sumériens évoquent le monde d'avant la submersion, ils occupent un espace incertain, situé entre le témoignage et la transformation de la mémoire. Ils ne se présentent ni comme des chroniques strictement factuelles, ni comme des fables détachées du réel. Ils avancent dans une zone intermédiaire où l'expérience vécue, transmise puis recomposée, devient récit fondateur. Cette ambiguïté n'est pas un défaut. Elle est une conséquence naturelle de la distance. Plus un événement s'éloigne dans le temps, plus il se détache de ses détails concrets pour devenir une structure de sens. Les Sumériens semblent avoir accepté ce processus sans chercher à le corriger. Ils ne tentent pas de fixer une version définitive. Ils laissent coexister plusieurs niveaux de lecture. Le déluge tel qu'il apparaît dans les tablettes n'est jamais présenté comme un reportage. Il n'est pas daté précisément, ni localisé de manière exhaustive. Il est décrit comme une rupture globale ressentie à travers ses effets plutôt que par ses mécanismes. Cette approche suggère que ce qui importait n'était pas la fidélité descriptive, mais la transmission de l'impact. Dans ce contexte, la distinction moderne entre mythe et histoire devient moins pertinente. Pour les Sumériens, un mythe n'est pas une fiction. C'est un récit qui condense une expérience collective, en conserve l'essentiel et en élimine ce qui n'est plus transmissible. Le mythe ne remplace pas la réalité, il la prolonge autrement. Les listes royales, par exemple, ne sont pas des poèmes symboliques. Elles sont structurées, ordonnées, précises dans leur forme. Pourtant, elles intègrent des éléments qui dépassent l'expérience humaine ordinaire, comme les règnes excessivement longs. Cette coexistence de précision administrative et d'étrangeté temporelle montre que les Sumériens ne voyaient pas de contradiction entre mémoire et transformation. Le souvenir du déluge s'inscrit dans cette logique. Il est à la fois ancré dans des événements hydrologiques réels et amplifié par la nécessité de donner un sens à une rupture irréversible. Le récit ne cherche pas à reproduire l'événement tel qu'il s'est déroulé, mais tel qu'il a été vécu et compris à long terme. Cette compréhension inclut des éléments symboliques, non pas pour embellir, mais pour rendre transmissible ce qui ne peut plus être observé directement. L'eau devient un agent totalisant, non parce qu'elle a recouvert toute la Terre au sens strict, mais parce qu'elle a effacé les repères essentiels du monde ancien. Le passage du vécu au récit implique inévitablement une déformation. Mais cette déformation n'est pas une perte de vérité, elle est une adaptation. Elle permet au souvenir de survivre dans un contexte où les conditions qui l'ont produit n'existent plus. Les Sumériens semblent avoir été conscients de cette transformation. Ils ne présentent jamais leurs récits comme des descriptions exhaustives. Ils les inscrivent dans des cadres rituels, pédagogiques, symboliques. Le récit du déluge n'est pas raconté pour informer, mais pour situer l'humanité dans une histoire plus vaste. Cette histoire n'est pas linéaire. Elle est marquée par des seuils, des discontinuités, des pertes. Le déluge est l'un de ces seuils. Il sépare non seulement deux époques, mais deux manières de comprendre le monde. Avant, la continuité semblait garantie par l'ordre cosmique. Après, elle doit être construite, maintenue, défendue. Le récit du déluge sert alors de rappel permanent de cette fragilité. Il explique pourquoi le monde ne peut plus fonctionner comme avant. Dans cette perspective, le mythe n'est pas une explication causale. Il est une justification structurelle. Il répond à la question de savoir pourquoi certaines choses ne sont plus possibles, pourquoi certaines formes de vie, de pouvoir, de durée ont disparu. La chronique, quant à elle, tente de fixer ce qui peut encore l'être. Elle classe, ordonne, date. Mais elle ne peut pas remonter au-delà de la frontière aquatique sans perdre sa précision. Là où la chronique s'arrête, le mythe prend le relais. Le souvenir déformé occupe cet espace entre les deux. Il n'est ni totalement structuré, ni totalement libre. Il conserve des éléments concrets, comme des noms de lieux, des figures humaines, des pratiques reconnaissables.
mais il les insère dans un cadre narratif élargi, capable de porter le poids de la rupture. Ce cadre évolue avec le temps. À mesure que les générations passent, le récit du déluge se transforme. Il est repris, adapté, intégré à d'autres traditions. Chaque reprise ajoute une couche de sens, parfois au détriment de la précision initiale, mais au bénéfice de la transmissibilité. Les Sumériens n'ont pas cherché à empêcher cette évolution. Ils n'ont pas figé le récit. Ils l'ont laissé circuler, se modifier, s'enrichir. Cette souplesse explique pourquoi le déluge apparaît sous des formes variées dans les cultures ultérieures, tout en conservant une structure commune. Cette structure repose sur quelques éléments fondamentaux. Une rupture hydrique majeure, une décision prise à un niveau supérieur, une sélection minimale pour la continuité, une transformation irréversible du monde. Ces éléments persistent même lorsque les détails changent. La persistance de cette structure suggère que le récit répond à une expérience humaine universelle, celle de la perte soudaine d'un cadre familier remplacé par un monde qui exige de nouvelles règles. Le déluge sumérien devient ainsi un modèle narratif pour penser les grandes ruptures. Ce modèle n'est pas uniquement tourné vers le passé, il offre aussi une grille de lecture pour le présent et l'avenir. Il rappelle que les équilibres peuvent se rompre sans avertissement spectaculaire après de longues phases d'instabilité normalisée. En ce sens, le souvenir déformé n'est pas un souvenir affaibli, il est un souvenir ajusté. Il conserve ce qui permet de reconnaître les signes d'une saturation, d'une accumulation excessive, d'un déséquilibre devenu structurel. Les Sumériens n'avaient pas besoin de distinguer clairement le mythe de la chronique. Leur manière de penser le monde intégrait naturellement les deux. Le récit n'était pas séparé de l'expérience, il en était une extension. Cette intégration explique la sobriété du ton. Le déluge n'est jamais raconté comme une tragédie émotionnelle. Il est présenté comme une transformation nécessaire, bien que coûteuse. Cette retenue empêche le récit de devenir purement imaginaire. Les tablettes ne cherchent pas à susciter la peur ou l'admiration. Elles cherchent à situer, à inscrire l'humanité dans une histoire marquée par des limites, des seuils, des pertes irréversibles. Dans cette optique, la question de savoir si le déluge est un mythe ou un événement historique perd de son importance. Ce qui compte, c'est sa fonction. Il sert de point de référence pour comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est et non tel qu'il était. Les archéologues, les historiens, les géologues peuvent tenter de reconstituer les événements physiques à l'origine de ces récits. Leur travail est essentiel. Mais il ne remplace pas la dimension mémorielle du récit. Il la complète. Le souvenir déformé n'est pas une erreur à corriger. Il est une trace de l'adaptation humaine à une réalité devenue trop vaste pour être contenue dans des faits isolés. Il montre comment une société transforme l'expérience en sens. Les Sumériens ont laissé ce souvenir ouvert sans le verrouiller dans une interprétation unique. Cette ouverture explique sa longévité. Elle permet au récit de traverser les époques, de s'adapter à de nouveaux contextes sans perdre son noyau. Ce noyau n'est pas un événement précis, mais une intuition. Le monde peut changer radicalement. Et lorsque cela arrive, ce ne sont pas seulement les paysages qui se transforment, mais les manières de vivre, de se souvenir, de transmettre. En conservant le souvenir du déluge sous une forme à la fois précise et malléable, les Sumériens ont créé un outil de compréhension durable. Un récit capable de contenir à la fois la mémoire d'une fin et la possibilité d'un recommencement. À la fin, ce qui importe n'est pas de trancher entre mythe, chronique ou souvenir déformé. Ces catégories modernes ne rendent pas justice à la complexité du récit. Le déluge est tout cela à la fois parce qu'il est le produit d'une humanité confrontée à une rupture qu'elle ne pouvait ni ignorer ni décrire pleinement. Et tandis que les générations suivantes continuent d'interpréter, de transmettre et de transformer ce récit, une interrogation demeure silencieuse. Si ce que nous appelons mythe est parfois la seule forme possible pour conserver la trace d'un monde disparu, que disent nos propres récits des ruptures que nous sommes en train de vivre et de la manière dont elles seront un jour rappelées ou oubliées. Les textes sumériens ne disent jamais tout. Ils suggèrent, ils contournent, ils laissent des espaces où le sens ne se fixe pas complètement. Cette retenue n'est pas un manque, elle est une méthode. Ce que les Sumériens ont laissé entre les lignes est peut-être aussi important que ce qu'ils ont gravé dans l'argile. En racontant le monde d'avant le déluge sans le décrire entièrement, ils ont reconnu une limite fondamentale. Certaines expériences ne peuvent pas être transmises directement. Elles dépassent la capacité du langage à les contenir sans les déformer. Plutôt que de combler ces vides
par des explications définitives, les scribes ont choisi de les préserver. Ces silences apparaissent partout, dans l'absence de détails sur la vie quotidienne prédiluvienne, dans la sobriété des récits concernant la catastrophe elle-même, dans la manière dont les figures centrales sont décrites sans psychologie, sans introspection. Les personnages ne parlent pas d'eux-mêmes, ils agissent, puis disparaissent. Cette économie du récit suggère que l'essentiel n'était pas l'événement, mais la transformation qu'il a entraînée. Le déluge n'est pas raconté pour être revécu, mais pour être reconnu comme un seuil. Ce seuil marque la fin d'un monde que l'on ne peut plus habiter mentalement de la même manière. Entre les lignes, les textes laissent entrevoir une compréhension aiguë de la fragilité des équilibres. Le monde ancien ne s'est pas effondré parce qu'il était mauvais ou corrompu. Il a cessé de fonctionner parce qu'il avait atteint les limites de sa configuration. Cette idée, jamais formulée explicitement, traverse l'ensemble des récits. Les Sumériens ne proposent pas de solution universelle. Ils ne promettent pas que le nouveau monde sera plus stable. Ils montrent seulement qu'il est différent et que cette différence impose de nouvelles formes d'organisation, de mémoire et de responsabilité. Entre les lignes se trouve aussi une réflexion implicite sur la transmission. Ce qui survit à une rupture globale n'est jamais la totalité d'un monde. C'est une sélection, souvent involontaire, souvent parfois douloureuse. Les récits sumériens acceptent cette sélection sans chercher à la justifier moralement. Cette acceptation confère au texte une tonalité particulière. Ils ne sont ni accusateurs, ni consolateurs. Ils ne cherchent pas à expliquer pourquoi certains ont disparu et d'autres non. Ils constatent que la continuité passe par des pertes irréversibles. Dans cette perspective, la figure d'Utanapishti n'est pas un modèle héroïque. Elle est une métaphore discrète de la mémoire survivante. Il ne transmet pas un savoir total. Il transmet ce qui peut l'être dans un monde qui ne permettra plus la même profondeur de continuité. Ce que les Sumériens ont laissé entre les lignes, c'est aussi une conception du temps qui ne se réduit pas à une chronologie. Le temps est présenté comme une qualité du monde susceptible de changer. Avant le déluge, il s'étendait. Après, il se contracte. Cette transformation n'est pas expliquée, mais elle structure toute la narration. Cette manière de penser le temps suggère une observation attentive des cycles naturels et sociaux. Les Sumériens n'avaient pas besoin de théories abstraites pour comprendre que les conditions d'existence pouvaient se modifier radicalement. Ils l'ont vécu, puis intégré dans leur manière de raconter. Entre les lignes se trouve également une absence frappante de nostalgie explicite. Le monde ancien n'est pas idéalisé. Il est reconnu comme perdu, mais non regretté de manière lyrique. Cette retenue empêche le récit de devenir un simple chant du passé. Au lieu de cela, les textes maintiennent une distance calme. Ils permettent de penser la perte sans s'y attacher excessivement. Cette posture est peut-être l'une des leçons les plus subtiles de l'héritage sumérien. Accepter qu'un monde puisse disparaître sans que cela annule la possibilité de continuer. Les silences du récit laissent aussi place à l'interprétation. Ils invitent à une lecture lente, attentive, consciente de ce qui n'est pas dit. Cette invitation traverse les millénaires. Elle s'adresse à ceux qui lisent, qui fouillent, qui tentent de comprendre sans réduire la complexité. Les archéologues, les historiens, les linguistes poursuivent ce dialogue silencieux avec les textes. Chaque découverte éclaire une partie de ce qui a été laissé en suspens, sans jamais épuiser le sens. Les tablettes ne livrent pas de réponse définitive. Elles posent des cadres. Ce cadre permet de penser la relation entre l'humanité et les forces qui la dépassent, non pas en termes de domination ou de soumission, mais en termes d'ajustement. Lorsque l'ajustement n'est plus possible, une transformation s'impose. Les Sumériens n'ont pas décrit cette transformation comme un échec moral. Ils l'ont comprise comme une nécessité structurelle. Cette compréhension est perceptible dans la manière dont ils parlent des dieux. Ceux-ci ne sont pas infaillibles, mais ils ne sont pas arbitraires. Ils réagissent à un monde devenu trop dense pour maintenir son équilibre. Entre les lignes se dessine ainsi une vision du sacré qui n'est ni rassurante ni punitive. Elle est fonctionnelle. Elle participe à l'organisation du monde, mais elle n'en garantit pas la permanence. Cette vision évite les illusions de stabilité éternelle. Ce refus implicite de l'illusion est peut-être ce qui rend les textes sumériens encore lisibles aujourd'hui. Ils ne promettent pas que tout revient, ni que tout s'améliore. Ils montrent que la continuité est toujours conditionnelle. Dans les silences du récit, on perçoit aussi une forme de respect pour ce qui ne peut pas être su.
Les Sumériens n'ont pas cherché à expliquer entièrement les causes du déluge, ni à en détailler les mécanismes. Ils ont reconnu que certaines forces dépassaient leur capacité de description. Cette reconnaissance n'est pas une abdication de la pensée. Elle est une limite assumée. Elle permet au récit de rester ouvert, adaptable, capable d'accueillir de nouvelles interprétations sans perdre sa cohérence. Ce que les Sumériens ont laissé entre les lignes, c'est donc un espace de réflexion, un espace où le passé n'est pas figé, où le sens n'est pas imposé, où la mémoire reste active sans être écrasante. Cet espace explique pourquoi le récit du déluge a traversé tant de cultures et d'époques. Il ne fournit pas une explication fermée. Il offre une structure dans laquelle d'autres expériences de rupture peuvent se reconnaître. À travers ce récit ancien, une question demeure, toujours actuelle. Comment une société transmet-elle l'expérience d'une transformation qu'elle ne peut plus vivre directement? Comment parle-t-elle d'un monde disparu sans le réduire à une légende vide? Les Sumériens ont répondu à cette question par la retenue, par le choix de dire moins pour signifier davantage, par la confiance accordée à la capacité du lecteur futur à entendre ce qui n'est pas explicitement formulé. Ce choix a permis à leur mémoire de survivre là où tant d'autres ont disparu, non pas parce qu'elle était plus précise, mais parce qu'elle était plus souple, plus consciente de ses propres limites. Aujourd'hui encore, en lisant ces textes fragmentaires, en observant ces couches de terre, en tentant de relier récit et matière, on se heurte au même silence. Ils ne sont pas des obstacles, ils sont des invitations. Ils rappellent que l'histoire humaine n'est pas seulement faite de ce qui est conservé, mais aussi de ce qui ne peut plus être reconstruit, que chaque monde porte en lui la possibilité de sa propre fin, sans que cette fin soit nécessairement dramatique ou spectaculaire. Les Sumériens ont laissé entre les lignes une compréhension calme de cette réalité, une compréhension qui ne cherche pas à rassurer, mais à situer, à montrer que l'existence humaine se déploie toujours entre continuité et rupture. Et tandis que leurs tablettes, durcies par le feu et le temps, continuent de livrer des fragments de ce passé lointain, une dernière impression demeure, celle d'une humanité ancienne qui savait déjà que certains seuils, une fois franchis, ne peuvent pas être expliqués pleinement, mais seulement reconnus, transmis et laissés ouverts à ceux qui viendront après pour qu'ils puissent à leur tour apprendre à lire le silence derrière les histoires.